Waouh. Un des plus beaux claps C'est qu'on beau. ait pu faire dans un enregistrement comme ça, attention. La synchronisation, c'était beau. C'est Ouais. dommage qu'on le laisse pas, en fait. Eh ben on le laisse, tu sais quoi Guillaume au montage, déjà, bisous et merci pour ce travail, et c'est parti. Tout ce qu'ils vous ont dit sur la dissociation est faux. Je consens à séparer les souvenirs de ma vie professionnelle de ceux de ma vie personnelle. On nous traite mal. On est malheureux là-bas. Qu'est-ce qu'on fait exactement dans cette boîte? Ma femme. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Spoilers, l'émission, 4e émission de notre saison 6 et retour chez Lumen Industries et au sous-sol des dissociés également. On a fait un premier bilan de un premier épisode, on a parlé un petit peu de Severance et on est arrivé à mi-saison et on avait envie de faire un premier point à mi-parcours pour savoir si la série nous convainc ou pas pour le moment. Pour ce faire, je suis bien entendu accompagné de mes comparses, alors les personnes de Guillaume et Justine. Comment ça va? Ça va très bien. Bien. Vous allez bien? Vos innies vont bien? Vous avez des nouvelles? Ini, Aouti, tout le monde va bien, tout le monde est ravi Parfait. de parler de Severance. C'est magnifique. S'il y a bien quelqu'un d'autre qui a très envie de parler de Severance, je le sais, c'est Guigui qui est parmi nous. Comment tu vas, Guigui? Ça va très bien. Merci beaucoup de m'inviter encore une fois pour parler de Severance. C'est vrai que c'est une série qui fait beaucoup parler, en tout cas qui donne envie de parler. Oui, c'est clair. Et c'est bien pour ça qu'on fait un petit épisode à mi-saison. Guigui, je te propose de te présenter pour ce mid-season. Avec plaisir. Alors du coup, moi, je sévis sur le podcast Le Coin Pop, mais aussi qui parle de la pop culture en général, comme X-Files, Twin Peaks. Ça, c'est vraiment mes sujets de prédilection. Mais surtout son spin-off, Le Cadran Pop, qui est dédié à Star Trek. Tout à fait. Quel est le réseau social le plus pratique pour retrouver ton travail? Alors, c'est Blue Sky en ce moment. Guigui Blue Sky. est gentil. Allez, vous pouvez venir. Je vous attends. Avec plaisir. On a également une invitée de marque que vous avez déjà entendue dans Spoilers, dans deux émissions d'ailleurs. Non, une ou deux. Je Deux crois. émissions. Deux émissions. Deux émissions, hein, c'est ça. Quand on aime, on ne compte pas. Game of Thrones et House of the Dragon, et on aime beaucoup ce que tu fais. C'est Mimi Hegel. Comment ça va, Mimi? Ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais commencer à me sentir chez moi. Et je pense peut-être d'ores et Avec déjà plaisir. pouvoir prédire qu'on se reparlera cette année, puisqu'il y a une nouvelle série dans le monde de Westeros qui arrive. Donc, Ouh là là. si tout se goupille bien, il y a moyen qu'on en parle au micro, quoi. Il y a Je vois moyen. Justine croiser les doigts. Oui. C'est malheureusement pas le sujet de cette émission. À défaut mais- d'un nouveau tome. Ah, moi j'ai abandonné l'idée. Vous attendez encore un nouveau tome? Non, j'ai fait la paix. Je suis là, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Ouais. Il y a une partie de moi Exactement. qui veut toujours y croire. J'arrive pas à la tuer, cette partie-là. La dissociation, tu connais? Ouais, il va falloir. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est presque dans le thème. On va parler de Severance. Donc pour l'instant, combien d'épisodes pour l'instant, Guillaume? 5, hein, c'est bien Eh ça. bien, écoute, 5 épisodes au compteur, et à l'heure où on enregistre, malheureusement, entre guillemets, mais le 6e sera très certainement déjà visionné par nos auditeuristes, puisqu'il sort demain pour nous. Mhm. Donc voilà, on est un petit peu dans le passé, mais on espère que ce dont on théorisera dans ce podcast se révélera vrai. Non, en vrai, je pense que ça sera totalement faux, mais c'est pas grave, ça sera rigolo quand même. Je me rends compte que je ne t'ai pas présenté, Mimi. Excuse-moi. Je pars du principe que les Spoilzoos te connaissent toutes. J'annule Spoilzoos. Je l'annule immédiatement. Je peux pas. Tu l'attends spoiler. Non, non. à chaque C'est pas saison. possible. J'ai vu Justine Et blêmir non. en disant ça. D'accord. Non, Pardon. pardon. Spoilzoos, ça roule pas sur la langue. Je mets tu un vois, il y a veto trop sur de- Toutes Spoilzoos. mes excuses à la commu, vous n'êtes pas des Spoilzoos. Mimi, tu es créatrice de contenu, une grosse appétence pour les séries télé, évidemment. Tu fais des récaps rigolos, mais pas que. Tu vas décortiquer. Quelle série tu as fait là pour l'instant? Bah là, il y a Sévrance. Je viens de commencer la saison 3 de Yellow Jackets en débrief. Il y a moyen que je fasse un truc pour le final de White Lotus. Et bien sûr, début avril, ça vient d'être confirmé pour le 13. Il y a The Last of Us partie 2 qui Tout à arrive. fait. Et ça va être un beau grand rendez-vous avec donc des récaps rigolos écrits sur mon Patreon, des lives, bien sûr, des briefs, des podcasts. On va retourner dans le pays des zombies champis avec plaisir. En attendant de retourner à Westeros.
Tu es également autrice et journaliste. J'allais te poser la même question que pour Guigui. C'est quoi un fan de spoilers cherche à voir ton travail, écouter ton travail. Il faut qu'il aille au Patreon directement ou... Pour être tenu au courant, Blue Sky c'est bien aussi comme ça. C'est aussi, j'essaye de transvaser petit à petit mes followers Twitter dessus, donc n'hésitez pas. Et ça reste un bon moyen de se tenir au courant parce que c'est vrai que cette année il y a beaucoup de bonnes séries et de bonnes séries de genre qui sortent. Du coup, c'est cool parce que, comme on dit, on mange bien, nous les fans de séries de genre, mais ça fait, il y a des jours où je suis là. Alors, Sévrance, c'est sur Patreon. Yellow Jacket, c'est dispo sur YouTube maintenant. Et aussi, rendez-vous pour le récap des 2 premières saisons de White Lotus avant le final de la saison 3. Et je suis à moi-même, je m'en sors pas. Les gens, ils vont jamais savoir quoi écouter. Donc, Blue Sky, c'est bien. En termes de goût, est-ce que Severance a une place particulière? Est-ce que c'est un peu ta série du moment? C'est quoi ton histoire avec Severance pour l'instant? C'est vraiment ma série du moment parce que moi, j'aime autant les séries que l'engouement et la discussion qu'elles provoquent. Il y a aucun doute sur le fait que Severance, c'est une série hyper quali, hyper intrigante et pour qui aime la SF comme moi, mais aussi Adam Scott, on est ravis. Par contre, j'ai pas du tout regardé Severance à la base. J'ai pas regardé la saison 1 parce que j'étais post-burnout, fatiguée du monde du travail corporate et tout, donc c'est pas la bonne ambiance. Ça me détendait pas trop, voilà. Et je m'y suis remise là. C'est précisément pas la bonne série, je pense. Mais du coup, j'ai pas eu à attendre 3 ans. Voilà, j'ai beaucoup d'empathie pour celles et ceux qui rongeaient leurs freins. Mais j'ai vu par contre la hype autour de la série grandir. J'ai l'impression même pendant ces 3 ans, il y a pas mal de gens qui y sont venus. Et je me suis dit, allez, je vais retenter avant la saison 2. Et c'est bon, j'ai sauté à pieds joints dedans. J'aime les théories, j'aime les blagues. Je trouve que c'est étonnamment drôle. J'aime les idées, même quand parfois elles sont limite un peu trop loin pour moi. Je suis là, oula, attention, on revient peut-être un petit peu. J'aime la SF, je passe un très bon moment, quoi. Et je suis impressionnée par, même si bien sûr c'est pas le seul réalisateur, mais par la vision que Ben Stiller a su imposer, enfin ce côté vraiment artiste total que j'imaginais pas forcément, même si j'ai vu certains des films qu'il a réalisés comme La vie rêvée de Walter Mitty. Là c'est un niveau, enfin c'est parmi les séries télé, ça fait partie des choses les plus audacieuses visuellement sur un service grand public, je pense qu'on est depuis un moment, donc c'est toujours cool de voir des gens qui essayent de bouger un peu les lignes. Audacieux et puis très maîtrisé, quoi. C'est déjà, on va décortiquer cette première partie de saison 2 après, mais vraiment, c'est plastiquement, t'as l'impression que c'est, quoi qu'il s'amuse quand même vachement dans cette saison 2 sur tout un tas de trucs, mais bon, ça reste les locaux d'une entreprise et tout ça, donc bref, n'allons pas trop vite. Petit rappel, tu as parlé de Ben Stiller, dans l'équipe, on a aussi Dan Erickson, on a beaucoup de femmes aussi, on l'a pas mentionné, Ratoum, pardon, mes excuses, 2 excuses dans un seul épisode, c'est déjà très grave. Mes excuses, nos excuses pour tous ces noms qu'on n'a pas mentionnés pour l'équipe de Severance, notamment des femmes. Guillaume, t'en as quelques exemples à nous donner. Je pense par exemple à Casey Perry, qui est co-scénariste notamment de l'épisode 5. Elle s'appelle vraiment presque Katy Perry. Enfin... Casey Perry. J'avais même pas pensé. Baby, you're a firework. Elle a aussi réalisé l'épisode 8 qui est à venir, et elle a travaillé sur des séries telles que Paper Girls ou The Originals. Mais voilà, tant d'autres, Guillaume par exemple. Effectivement, un petit terratum, parce qu'on avait parlé de Severance comme une série faite par des hommes la dernière fois, alors que, en effet, aussi bien du côté de l'écriture que du côté de la réalisation, on retrouve beaucoup de femmes, une petite dizaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver notamment Jutta Brizewicz, qui est une vétérante de la réalisation de séries, et qu'on a pu voir un peu comme Charlotte Brandstrom, si je l'épelle correctement, enfin si je le prononce correctement, qui fait partie vraiment de ces femmes qui ont réalisé énormément d'épisodes de séries très très populaires de ces dernières années, des séries vraiment à succès comme La Roue du Temps par exemple. Personne ne relève cette blague. Je l'aurais pas listé en dépité, là, les gars. C'est un peu méchant de la faire d'ailleurs. J'ai pas osé parce que j'ai pas regardé, mais j'étais là à succès vraiment. Je suis le seul en fait chez Spoilers à apprécier cette série, c'est pour ça que je me suis permis. Ça a été annulé? Attends, je sais même pas où ça en est, Roue du Temps. Non, la saison 3 sort dans un mois. Chouette, on a hâte. Encore moins de buzz que Invincible, rendez-vous compte. Ça c'est pas normal par contre. Mais... On pourra reparler de ça aussi. Ouais. Tu prêches un convaincu, Justine, t'inquiète. Non, mais il y a d'autres effectivement, d'autres femmes comme alors Ife,
McArdle, a priori, ça se prononce comme ça, qui en fait a, on peut le dire, quasiment co-réalisé la saison 1, puisque Ben Stiller avait réalisé les 6 épisodes sur 9, mais du coup elle s'est chargée des 3 autres, qui sont à peu près les 3 du milieu de la saison. Oui. Et puis au niveau du coup de l'écriture, on a cité donc au début, tu l'as cité, Cassie Perry, qu'on avait pu trouver sur des séries comme Paper Girls et The Originals. Paper Girls, on a une capsule du calendrier de l'Avent il y a 1 ou 2 ans dessus, si vous voulez aller voir ce que c'est. C'est une série malheureusement annulée sur Prime Video, mais qui est adaptée d'un comics qui a priori était très sympa sur un groupe d'adolescentes qui se découvrent, je crois, des pouvoirs et ou la capacité de voyager dans le temps. Tiens donc. Faites vos recherches, mais je crois qu'il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. C'est déjà un sacré pouvoir quand même. Oui, tout à fait, ouais. En tout cas, même si la série est un art collectif et que à chaque fois, que ce soit au niveau de la réalisation ou de l'écriture, on peut toujours trouver vraiment beaucoup de gens et c'est compliqué de tous les citer au-delà des showrunners et là, en l'occurrence, du réalisateur un petit peu star. C'est vrai que c'est bien de dire que voilà, il y a beaucoup de gens derrière Severance sur ces 2 saisons et notamment beaucoup de femmes et qu'on espère qu'elles peuvent développer tout un tas de thématiques et de problématiques qui leur sont propres dans Severance. Ça permet aussi de dynamiser les séries et les sempiternels plots que l'on peut retrouver dans nos séries favorites. Donc c'est cool et c'est bien de le souligner. Et en même temps, on a aussi des gens, notamment au niveau de la production, si je me souviens bien, qui est des productrices qui avaient déjà eu une expérience dans des séries d'imaginaire. Il y avait Carrie Drake qui avait bossé sur Limitless. On avait il y a une productrice qui avait travaillé sur Gen V, si je dis pas de bêtises, Winning You, qui avait bossé sur Gen V, donc des séries aussi relativement récentes, en tout cas surtout pour Gen V, mais des gens qui ont déjà aussi une expérience de séries de SF, alors dans des styles très différents, mais qui permettent d'apporter aussi cette expertise. Donc on a à la fois un côté un peu renouvellement et d'autres voix à faire entendre, d'autres propositions aussi au niveau du scénario, et je pense que ça se sent, ou de la réalisation, mais aussi une expérience solide qui permet, je pense, de contribuer aussi à cette série qui fonctionne vraiment très bien là dans Severance. Donc beau casting à tous les niveaux, je trouve. Oui, c'est vrai. Et le casting, est-ce nécessaire de revenir sur le casting directement des acteurs et actrices? Je ne suis pas certain, il n'a que très peu évolué depuis cette saison. On a quand même Mrs. Wang, l'enfant la plus terrifiante d'Hollywood. C'est vrai. Terrifiant du tout. L'actrice est maintenant majeure, tout juste, mais elle a tourné ses scènes quand elle avait plutôt 15-16 ans, je crois. Et oui, personnellement, plus ça va, notamment quand elle dit attention, ils vont commencer à croire qu'ils sont des gens. Je fais Qu'est-ce que tu es en train de dire? Excuse-moi, qu'est-ce que tu as dit? Peu d'empathie chez cet enfant. Quand elle a dit qu'il faudrait pas que les innies se confondent trop avec des personnes, j'étais là. Bon, c'est une drôle d'éducation, ça, mademoiselle. Ton adolescence doit être sympa. C'est clair. Je sais pas si vous avez vu la nouvelle, mais l'actu est tombée là aujourd'hui. Severance a officiellement dépassé Ted Lasso comme la série la plus streamée sur Apple TV+. Et Apple TV a un peu une malédiction avec ses séries. Ils produisent beaucoup de trucs très quali, mais ils les marketent pas toujours très bien. Et Ted Lasso, c'était un peu leur seul succès vraiment mainstream. Et là, Severance fait mieux. Alors, c'est 2 séries qui n'ont rien à voir, donc c'est un peu rigolo. Mais c'est 2 séries très quali, chacune de son côté, mais ça laisse présager d'un bel avenir pour Severance. Et c'est toujours bien de voir une série de genre conquérir les foules, même du coup probablement des gens qui regardent pas forcément des séries de SF dans la vie, quoi. C'est clair, c'est un bon juste milieu, ouais. Ce qu'on se disait un peu la dernière fois, c'est qu'effectivement, est-ce que la série était capable de briser un peu ce plafond de verre, un peu malédiction comme tu l'as dit sur Apple TV, pour devenir vraiment culte en fait, et devenir une série qui à l'image d'autres fera un peu date, quoi. Et du coup c'est cool si effectivement c'est le succès attendu. Ça veut dire qu'en effet ça risque faut pas qu'il se plante maintenant, quoi. C'est ça le truc. Mais d'ailleurs dans la foulée, peut-être qu'on va attendre moins longtemps entre la saison 1 et 2, puisque depuis la dernière fois qu'on a fait le podcast, la saison 3, l'écriture de la saison 3 a été lancée, et ça a été annoncé par Ben Stiller sur les réseaux. Donc justement, effectivement, par rapport au marketing, on voit que vraiment tout est scruté et que justement ils jouent vraiment le jeu pour justement dépasser ce plafond de verre, et je pense qu'ils en ont conscience de ça. Et c'est pour ça que ça a l'air de fonctionner. Cette fois, il y aura peut-être pas de grève de scénaristes ou de problèmes internes qui va ralentir, tu vois. Donc on va croiser les doigts pour que ça marche. Je pense que cette fois c'est bon. Peut-être qu'il y aura pire, malheureusement.
Ah mais non, mais ne me porte pas la poisse, toi. Ton optimisme t'honore, Guillaume, vraiment. Bon alors, avant de parler de la saison 3, parlons donc de la première partie de cette saison 2. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai envie de demander à Guigui. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première partie de saison 2? J'ai beaucoup aimé, évidemment, hein, donc je vais un peu éviter de répéter les choses que j'ai dites la dernière fois sur la réalisation, l'écriture et ce genre de choses. Par contre, j'avais quand même en tête les critiques que Justine avait réalisées, Guillaume aussi, je crois, sur certaines choses, c'est-à-dire le fait qu'il y ait du surplace, qu'il y ait des choses qui avancent pas. C'est quelque chose que j'ai ressenti pour la première fois avec l'épisode 5 de cette saison 2. Pour être tout à fait honnête, et la crainte, je crois que c'était toi Guillaume qui en avait parlé, de faire de Marc l'espèce de Néo, l'espèce d'élu, et c'est vrai que ça m'a fait un petit peu chier de constater que c'était exactement ça en fait, en tout cas c'est ça qui était annoncé, et donc voilà, sinon au niveau des épisodes, j'imagine que tu vas nous demander quel était notre épisode préféré depuis. J'imagine que beaucoup ont aimé l'épisode 4, mais moi, pour ma part, ça sera plutôt l'épisode 2, puisque même si l'épisode 4 est très réussi, je m'y attendais un petit peu, en fait, qu'il y ait c'est ce que j'avais dit d'ailleurs justement sur Blue Sky, j'avais eu un échange avec Guillaume à ce sujet-là, c'est qu'après l'épisode 3, le cliffhanger attention, on spoil, hein, bien sûr, on est sur spoiler, hein. À la fin de l'épisode 3, quand justement Marc fait son processus de fusion, en tout cas de réintégration, on pouvait s'attendre à ce que l'épisode 4, ce soit la suite de ça, mais moi, je me suis dit tout de suite, non, ils vont faire patienter le truc, la chose ne sera pas effective, et l'épisode 4 sera forcément quelque chose qui va ouvrir sur un truc qui n'a rien à voir, qui est radicalement différent, et qui nous fera patienter. Donc, il y aura beaucoup de subterfuges, un peu d'écriture, pour nous faire patienter jusqu'à ce que ça soit vraiment effectif, parce que, comme on le disait avec Guillaume, on imaginait que nous, ce cliffhanger de restauration de Marc, ce serait le cliffhanger de la fin de la saison 2. Et c'était étonnant de l'avoir en fin d'épisode 3 finalement. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que voilà, il y a plein de ficelles qui vont nous faire patienter jusque-là. Et donc moi, mon épisode préféré, ça a été l'épisode 2. Parce que même si finalement l'épisode 4, il y a une bonne avancée dans l'histoire par rapport à Irvine et Ellie et ce genre de choses, c'est l'épisode 2 vraiment qui m'a vraiment le plus marqué parce que c'est l'épisode qui se passe uniquement à l'extérieur. Et là, on voit vraiment les implications. Et c'était vraiment intéressant de voir tout ce qu'on nous avait présenté de l'épisode 1 et d'avoir le reflet dans l'épisode 2 et de constater que c'était pas vraiment ce qu'on imaginait, un petit peu quand même. Enfin, en tout cas, les théories qu'on pouvait avoir, il y avait des choses qui étaient validées ou invalidées. Et surtout, alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est que dans cet épisode 2, a fait preuve de beaucoup d'humour. Et notamment la scène où Dylan recherche du travail et se retrouve presque à son double. Et en fait, c'est quelque chose que je trouve fondamental, moi, dans ce genre de série. Il y a une série que je sais que vous aimez beaucoup, qui s'appelle Dark, sur Netflix, qui est une série de SF aussi géniale, très compliquée, très réussie à plein d'égards, mais pour laquelle il n'y a zéro humour. Ah oui, les personnages ne sont que fonction et que tout ne sert que l'arc principal. Et ici, on a des petits flottements, des petits moments entre guillemets gratuits et des moments d'humour, et ça je pense que c'est vraiment essentiel, notamment pour une série, même si elle est sombre, même si elle a des arcs très profonds, il faut absolument qu'il y ait ce genre d'humour, qu'il y ait cette recette avec plein d'ingrédients pour en faire une série réussie, et parce que c'est ça qui va marquer, c'est ça qui va rester et qui va nous accrocher au personnage. Je suis en 14 épisodes de Sévrance, je suis plus attaché au personnage de Sévrance que de ceux de Dark alors qu'il y a eu je sais plus combien, 40 épisodes. Ouais, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Et tu penses que c'est la place de l'humour là-dedans qui t'a... non, pas seulement. Qui a créé cet attachement? Parce que tu vois, je pense au personnage d'Irving, par exemple, qui est très touchant comme personnage, voire même Burt, hein, d'ailleurs. Est-ce que c'est un personnage très drôle, tu vois? Enfin, moi, je le trouve quand même... Il a une mélancolie, tu vois, ce personnage. Enfin, moi, c'est des personnages qui ont de la malice. En fait, c'est un parallèle que je fais avec Dark, c'est vraiment pour montrer la qualité d'écriture de Sévrance. C'est-à-dire que dans Dark, en fait, on ne sait pas qui sont ces personnages en dehors de l'histoire. On ne sait pas ce qu'ils aiment, on ne sait pas ce qu'ils aiment pas, on les imagine pas au quotidien. Il a raison. Alors que Marc, Dylan, etc., on aurait presque envie de passer la journée avec eux et on peut presque l'imaginer, en fait. Voilà, c'est un petit détail, mais je pense que c'est
ça montre la qualité d'écriture qui va sur les détails, vraiment, pas que sur de la mythologie, pas que sur les intrigues, mais aussi beaucoup sur les personnages et ce qu'ils nous font ressentir. Après, moi, j'ai pas super envie de passer la journée avec Dylan, que ce soit Ini ou Outi. Mec, il est passionné par les porte-fenêtres, excuse-moi. Alors, je proteste. Déjà, les gens passionnés sont passionnants, donc je suis sûre qu'ils pourraient m'intéresser porte-fenêtre. Et c'est l'homme le plus drôle du monde. Il est hilarant. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est ça le problème. Oui, mais il fait pas exprès. Non, mais pas son Ini, il fait pas trop exprès parce que bon, la compréhension du sens de l'humour par les Ini est un peu vague. Mais je pense que son Aoti, quand il est en forme, parce que là, il a l'air en dépression, je pense que c'était un mec marrant au lycée. Et qu'après la vie lui a roulé dessus, mais que son Ini, du coup, il a oublié que la vie lui a roulé dessus et qu'il est. Du coup, j'ai juste envie, tu vois, de lui faire un câlin, de dire le pauvre, tu vois, mettre une petite couverture sur ses épaules, ça va bien se passer, tu vois. Ah, moi j'ai envie d'aller boire des shots avec Dylan. Écoute, Dylan, l'appel est lancé. Tu me regardes. Soit c'est couverture sur les épaules, soit c'est boire des shots. Donc voilà. Est-ce que vous croyez qu'il y aura un arc où les Ini vont être bourrés? À base de pastèque, pour l'instant, c'est pas obligé. Il y a un épisode de les Ini découvrent l'alcool, ça peut être. Non, mais si t'arrives au travail complètement torché. Il y a un épisode de la saison 1 où Dylan il dit à Marc oh là t'as une sale gueule, tu dois avoir la gueule de bois, genre ton outier a dû trop boire et on sait que Marc scout des problèmes d'alcool. Mais si t'arrives bourré et que t'arrives à passer à la sécurité sans qu'ils s'en rendent compte, t'es juste dans le one complètement bourré, tu peux faire n'importe quoi. En vrai, Marquez est quand même assez en forme du coup, parce que justement, comme tu le dis, il est full gueule de bois tout le temps en fait, quelque part quoi. Il est vraiment déprimé, son Aouti, donc son externe. Donc, sauf que lui, pour lui, c'est normal quoi, mais il peut pas le savoir que c'est à cause du fait que l'autre a picolé la nuit dernière. Mais le Ini Marc, la première fois de sa vie où il est pas en gueule d'homme de son Aouti, ça doit lui faire trop bizarre. Il doit être là dans l'ascenseur en mode je me sens trop bien. Suite à la sortie extrascolaire, là, logiquement, il y aurait peut-être eu un truc là-dessus, mais finalement, ils n'ont pas voulu travailler ça. Mais bon, c'est un détail. Toi, d'ailleurs, Guillaume, l'épisode 4, c'est ton préf de cette saison. En fait, saison. c'est difficile de pas l'avoir en tête quand on réfléchit à l'épisode qui est le plus marquant, je trouve, parce que il est esthétiquement déjà très différent. Enfin, mais est-ce que c'est pas le piège un peu ça? Tu vois, je me suis posé la question. Et tu vois, moi, par exemple, les deux auxquels j'ai pensé en premier, c'est le premier épisode et le quatrième. Mais le premier parce qu'on était juste super content de retrouver, et l'épisode est très qualitatif, hein, attention, c'est pas ce que je dis. Et le 4 sort clairement du lot à l'échelle de la série entière. Donc est-ce que c'est pas un peu un piège aussi? Toi, c'est quoi qui t'a plu dans cet épisode 4? Cette esthétique avant tout, parce qu'au final, ce que ça raconte est aussi hyper intéressant, quoi. La fin de l'épisode 4, et je parlais d'Irving qui, moi, je pense que c'est le perso que je préfère dans la série. Et à l'image de ce que disait Guigui juste avant, c'est parce qu'il est mélancolique, il est touchant, il est sensible, etc. Et quand il se met à péter un câble, là, tu vois, là t'as Ben Stiller qui te chope à la gorge comme ça, il fait j'avais tout prévu depuis le début. Tout était prévu, il était écrit depuis 3 ans. En fait, c'est la transition entre l'épisode 3 et l'épisode 4 aussi qui fonctionne très bien, c'est-à-dire que clairement là sur cette moitié de saison 2, moi ce que j'apprécie, c'est qu'il joue le jeu de l'épisodique. Ce que fait de moins en moins les séries télé, notamment Netflix & Co, parce que quand on est vraiment plus dans cette économie là, donc là c'est cool qu'on ait vraiment des épisodes qui soient des épisodes dans lesquels il y a des choses à prendre en tant que tel quoi, et on avait tous et toutes tellement d'hypothèses et de théories après la fin de l'épisode 3 qui, si c'était pas l'épisode 4, ça aurait été celui-là, je pense, mon préféré, parce qu'en fait on s'attend pas du tout à ce que ça se passe comme ça. On passe d'un truc qui... Comment comme ça? Tu peux en dire plus au cas où, petit rappel, parce que les gens sont peut-être pas... C'est juste, voilà, ça peut être... En fait, l'épisode va très vite. Enfin, il se passe beaucoup de choses et quelque part, il va très vite dans l'avancée de l'histoire. C'est ce que Guigui a dit. C'est un épisode qui se termine sur la réintégration de Marc. En tout cas, c'est ce qu'on pense être une full réintégration, puisqu'on n'a pas connu d'autres... manière d'être que celle de Petey en saison 1, mais sauf que l'épisode nous l'avait pas vraiment présenté, puisqu'on commence l'épisode avec déjà une espèce de première petite surprise qui est de voir que Marc finalement est assez chaud pour essayer de mener l'enquête au sein du sous-sol dissocié, ou en tout cas d'essayer de faire passer des messages à son Ini, alors avec cette technique imparable de se niquer les yeux en mettant des messages par
Honnêtement, impression. Je sais pas vous, hein, mais moi j'étais là en mode trop malin, c'est Oui. trop une bonne idée, trop malin, j'y aurais jamais pensé. C'est ça. Et 10 minutes après, Rekabi elle fait ça marche pas, c'est une idée de merde. J'étais là, bon, d'accord. Oui, non. Je sais pas, j'ai bien aimé l'innovation et tout. Ah ouais, trop bien. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment génial dans cette séquence, c'est qu'en fait, effectivement, l'histoire, elle est rincée. Ça peut pas marcher. C'est sûr que ça peut pas marcher. Mais par contre, c'est intéressant que les personnages le tentent quand même, et qu'après, il y a une scientifique qui arrive, qui lui dit non mais ça, c'est con, ne le fais pas. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que d'une partie comme de l'autre, d'un côté comme de l'autre, c'est des réactions normales et crédibles. C'est-à-dire que oui, même si on sait que c'est dangereux, que tu peux te niquer les yeux et tout, tu peux avoir envie de le tenter, et c'est normal qu'il y ait quelqu'un qui dise non, ne fais pas ça, c'est complètement débile. Et dans d'autres films ou d'autres séries, ça pourrait passer, hein. Ils pourraient utiliser des grosses ficelles et on pourrait faire croire que ça marche. Exactement. Donc. Tout à fait. Et c'est en ça que l'écriture, elle est vraiment, vraiment maligne, parce que elle arrive quand même malgré tout à faire prendre des décisions à des personnages qui, on pourrait dire non, c'est pas normal, et finalement hop de nous recueillir derrière, et ça franchement je trouve que c'est très fort, quoi. Puis c'est un petit running gag aussi vis-à-vis de la saison 1 où Ellie Har essayait de faire passer des messages d'une manière diverse et variée, avec du coup 2 écritures différentes sur chaque bras pour composer un message. Super ingénieux, ce qui était pas cool. Ouais, c'était malin aussi. Je suis en train de re-regarder la saison 1 en parallèle, de mettre un petit message en mode petite capsule et l'avaler, et la scène est vraiment hilarante quand du coup Marc se pointe devant elle en disant tu sais, ça va pas marcher en fait, et non seulement ça va pas marcher, mais ce qui va se passer après ça va pas te plaire. C'est pas beau. Parce que Milchick, la question qu'il va te poser avant, c'est par quel côté on sort, quoi. Donc ça continue un peu ce running gag ils essaient de trouver des choses, mais et donc du coup à la fin en effet on a cette réintégration, et c'est ça aussi qui te cueille, c'est que du coup l'épisode 4 moi, je pensais avoir un épisode 4 qui serait à l'image de ce que, justement, on nous avait un petit peu présenté en saison 1 avec Pity, c'est-à-dire un truc très psychédélique dans l'enchaînement de mémoires et de situations, ce qu'on retrouve un petit peu à la fin de l'épisode 5 et ce que commence à expérimenter Marc, mais on comprend qu'en fait, ce processus-là ne va pas être immédiat. La réintégration, c'est un truc qui va se dérouler sur peut-être quelques épisodes, et que Pity, finalement, il a un peu fait n'importe quoi, et c'est aussi pour ça qu'il en est mort. Mais donc, du coup, voilà, cet épisode 4, il marque ça aussi parce que finalement, il déjoue nos attentes. Je trouve que ce début de saison, enfin cette moitié de saison 2, fait ça très bien, c'est que ça déjoue nos attentes, parfois de manière assez jouissive, encore une fois comme cet épisode 4. D'autres fois, je trouve, et c'est mon petit défaut, moi, avec des débuts de facilité, je trouve, scénaristiques qui commencent à apparaître. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que le personnage de Regabi, voilà. tu vois, est-ce que c'est pas déjà une facilité? Moi, j'ai pas compris d'où il sortait. Un moyen d'étirer, tu vois. Ouais. Bah, on va voir s'ils vont finir par l'expliquer, mais effectivement, d'où Parce elle que le sort, personnage est top, tu vois, en même temps. C'est là où... Pour l'instant, comment elle savait ouais. comment trouver Marc, comment elle sait que, bah non, mais s'imprimer la rétine, ça va pas marcher. Il y a quand même un peu une idée de quelqu'un a déjà essayé. Elle dit qu'elle s'est améliorée en réintégration, mais bon, a priori, elle a pas non plus 12 cobayes sous la main chaque jour. Donc, ça, je suis d'accord, pour l'instant, ça a l'air d'être un peu comme on dit, un plot hole, un trou scénaristique un peu pratique. Mais bon, il reste une demi-saison. Oui, on peut bien encore sûr, être surprise là-dessus. Mais je serais un peu déçu qu'à la fin de la saison, on n'ait pas beaucoup plus avancé sur ce perso non plus. Tu vois, c'est un peu ce que tu sais sur l'épisode 4, c'est que oui, le 3 nous laisse sur un gros cliffhanger. Le 4, on comprend que ça part sur autre chose. Il y a un peu, ok, ça ira pour cette fois, mais à un moment donné, il va falloir que ça avance pour de vrai quelque part, tu vois. Je sais pas si vous avez ressenti ça de cette manière-là, quoi. Surtout avec l'épisode 5, en ce qui me Oui, concerne. l'épisode Oui, 5 est peut-être c'est le ça, moins ok, intéressant. donc le 4, c'est un entre-deux. Épisode 5, on revient. Donc là, les gars, c'est maintenant, là. Là, tu vois, c'est un peu, mais ça reste des très bons épisodes aussi, quoi. Donc, Ce qui est intéressant, c'est que ça déjoue les attentes à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que moi, au début de l'épisode 4, je me suis dit, ok, ils ont restauré Marc, donc du coup là en fait on va avoir un épisode qui se passe entièrement dans sa tête à partir du moment où on voit l'espèce de double de Marc. En fait c'est un gars qui ressemble, c'est sûrement sa vraie doublure à l'acteur, et je me suis dit et en fait non, pas du tout, c'était pas du tout ça. toi, Mimi, la manière dont cette série avance, cette saison 2 avance, ça te convient ou tu aimerais un peu plus d'action, un peu plus de... En fait, je suis très impressionnée par la capacité qu'a Sévrance à raconter 2 histoires. C'est un peu, sans vouloir citer un épisode récent, un cheval de Troie finalement. Parce que
Sévrance, ça a Bien l'air joué. d'être l'histoire principalement de Mark et des quelques innies du macro data refinement et un petit peu voilà à la limite la sœur de Mark, l'ex-femme de Mark, mais on est dans un cercle très restreint. Mais c'est aussi l'histoire de tout un autre monde. On ne sait pas exactement à quoi ressemble le monde extérieur. On n'a vu aucune autre ville, aucune autre occurrence de à quoi ça ressemble. Et il y a même eu des trucs genre apparemment la ville est dans un état qui n'existe pas à l'heure actuelle aux États-Unis. Il y a eu des incohérences sur quand ils disent Lumon existe dans tant de pays. Bon il y a pas tant de pays dans la vraie vie, donc est-ce que c'est on s'en fout parce que les Innis ils ont pas l'info, ou est-ce que c'est voilà des petits cailloux du petit poussé pour nous dire peut-être que vous croyez regarder l'histoire de est-ce que Mark Scout il va retrouver sa femme et ou finir avec Haley. Mais moi, je suis aussi intriguée, je dirais, par l'histoire un peu plus large qui se dessine plus en tâche de fond. Et pas seulement sur ce que fait vraiment Lumon et c'est quoi vraiment le but de la sévrance et du travail qu'ils font avec le macro data refinement, où pour le coup, la saison 2 nous donne beaucoup de réponses, notamment le fait que, oui, le fichier sur lequel Mark travaille, c'est celui de Miss Casey alias Gemma. Donc, il y a un lien direct entre ce qu'ils font et le fait que sa femme pas morte, mais peut-être pas vraiment elle-même non plus. Voilà. Après, perso, je dirais que, je triche un peu parce que mon épisode préféré, c'est vraiment le 1 et le 2. Parce que le diptyque marche hyper bien d'avoir le premier qui est intégralement dans l'étage des dissociés et le deuxième qui est du point de vue des outies, des externes, je crois que c'est ça en français. Oui. Et que j'aime beaucoup. En fait, je trouve que c'est très malin de toujours devoir se rappeler que Lumon ment tout le temps et qu'il y a plein de choses qu'on peut prendre pour argent comptant, genre ah oui, ça fait 5 mois. Et en fait, quand tu réfléchis 2 secondes, t'es là, la source c'est Milchik. Enfin, évidemment que non, ça fait pas 5 mois. Et donc ça, je trouve que c'est marrant. Je trouve qu'il y a un bon équilibre entre à l'intérieur de l'étage des dissociés et les trucs à l'extérieur avec Irving qui, on comprend, mène une enquête interne sur Lumon depuis un moment, avec Riken qui continue à être un personnage qui peut avoir un rôle très important, avec Devon qui continue à être méfiante et tout. Et puis, comme vous l'avez dit, je trouve que c'est audacieux parce que la série avance très vite sur 2 points très importants. Le premier étant la réintégration de Mark et le deuxième étant Mark apprend que sa femme n'est pas morte. En tout cas, une version de sa femme existe, qui est quand même... Alors certes, c'est la grosse révélation pour nous de la fin de la saison 1, mais ils auraient pu faire durer beaucoup plus longtemps le fait que non seulement le externe de Mark ne le sait pas, mais qu'il veut pas y croire. Parce qu'évidemment, c'est... pour lui, il a reconnu son corps et tout, il essaye de faire son deuil, c'est impossible de se dire oui, ils ont ma femme. Et là, épisode 3, il demande à Regabi, elle fait ah oui, ils ont ta femme. Ah, voilà. J'avoue que moi, j'ai pas été aussi fan que d'autres de l'épisode 4 parce que j'ai pas aimé cette rupture de rythme et que on commence à pousser un peu, et c'est un peu bizarre de dire ça pour Sévrance, mais on commence à pousser un tout petit peu les limites de mon la suspension, mon incrédulité ou ma crédulité, je sais plus, voilà, de ma suspension d'incrédulité. J'avais eu ça dans l'épisode 3 avec les chèvres, l'étage des chèvres. J'étais là... qu'ils aient une pâture à l'intérieur, ça a l'air d'être un très grand sous-sol, donc pourquoi pas. Mais les gens qui y vivent, ils sont tous bizarres. Il y avait le mec déguisé en chèvre. Ouais, le gars, j'étais là, mais en fait, on est dans un film, on est dans The Witch. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une rupture totale quand même de ton, même si toujours ravi de voir Gwendoline Christie, Brienne Forever. Sûr. Donc j'étais un peu déjà en mode, ok, là, peut-être on s'éparpille un peu. Surtout que j'avais cru comprendre que les chèvres, ça faisait pas non plus partie du scénario à la base. Depuis le jour 1, mais que c'était un peu une idée qu'ils avaient eue pour la saison 1, genre qu'est-ce qu'ils pourraient trouver Mark et Haley dans les couloirs de Lumon qui aurait pas de sens. Je sais pas, ils sont tombés sur des bébés chèvres. Donc je suis là, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez rendre le truc encore plus compliqué et plus difficile à croire en faisant vraiment il y a 15 personnes, c'est leur boulot à plein temps et tout. Ok, peut-être. Et là, quand épisode 4, donc on est censé croire que a priori, Milchik et Mrs. Wong sont les seuls employés qu'on voit travailler chez Lumon, avec Nathalie, mais qui est en visio tout le temps. Et je suis là, donc ils ont transporté les 4 outies endormis, dont un qu'ils ont posé sur un lac gelé quand même, qui est pas le plus léger. C'est quand même le drink of water. Ils ont fait apparaître une télé à un moment qui n'est reliée à rien pour leur passer une vidéo bizarre de Milchik mal montée. Ils ont fait venir alors soit des doubles, soit moi je suis un peu dans la team, c'est des animatronics parce qu'ils font des mouvements un peu bizarres. Ils en ont parlé en plus. Ils ont mis en scène un térémine, des tentes de luxe et tout. Je suis là. En fait, on sait que Milchik, il est un peu tout seul pour pédaler dans la semoule et essayer de rattraper, avec parfois des bonnes intentions, mais de rattraper le chaos suite à la fin de la saison 1.
Mais on sait aussi qu'il est un peu tout seul et que le board et que les autres dirigeants de Lumon sont pas trop pour ces petites expérimentations de management. Et Miss Wang, elle a beau être mature pour son âge, elle fait quand même 1m30. Donc je suis là. Ok, vous avez des robots, comment vous avez fait? Donc moi je suis un peu genre, allez, on revient, on reste dans les couloirs blancs, j'aime bien. Parce que c'est peut-être pas le moment de poser trop de questions. Peut-être qu'on continue à être dans une démarche où on répond un peu aux questions. Genre, on sait toujours pas trop ce qu'ils font Optics and Design. On sait toujours pas pourquoi Irving il enquête, etc. Je suis là, allez, on avance un peu. Mais je suis confiante, ça reste hyper quali. Et voilà, il y a eu aussi des signes de questions qui ont été vite répondues, comme on dit. Là où d'autres séries se seraient permis de faire durer le suspense un peu plus longtemps. Non mais, tu vois, moi je trouve que c'est ce qui m'a plu, surtout dans cet épisode 4, c'est justement le décalage entre Milchick qui essaye de créer une atmosphère hyper mystérieuse, tu vois, ils sont pas tous au même endroit. Il y a ce Termine effectivement qui est l'instrument de psychopathe par excellence, hein, le truc qui te c'est un GM. Voilà, ça te crée une ambiance super angoissante, tu vois. Plus il va leur lire une histoire, cette espèce de mythologie qui s'approfondit encore avec cette espèce de mythe fondateur autour de Egan et tout. Et alors le personnage d'Ellie, en l'occurrence la Aouti de Ellie, qui va avoir la réaction qu'en fait on aurait tous dû avoir d'un bout à l'autre si on n'était pas plongé autant dans l'atmosphère. Mais c'est complètement con ces histoires. Voilà, tu vois. Oui. Du coup, il s'est pougné dans une forêt et après il est mort et ça a fait un arbre. Alors bon, ça on a ça dans l'histoire de Robinson Crusoe aussi, hein, mais Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, non, mais t'as des trucs comme ça, mais tu vois, j'aime bien parce que ça a apporté cette espèce de décalage. Tu sens que l'autre, il essaye de créer une atmosphère et tout, et qu'il y a un truc qui est tout est hyper codifié dans ce monde. Quand tu vois que le pauvre, il se fait engueuler parce qu'il met pas les trombones dans le bon sens, si tu veux. Et que là, t'as ce personnage qui est censé être, elle est censée jouer un rôle et c'est là que tu te rends compte que, bah, justement, elle est pas qui elle est censée être, mais elle est censée incarner aussi cette espèce d'emprise de Lumon. Et c'est elle qui vient avoir ce regard extérieur en disant, non, mais c'est vraiment con ce qu'on essaye de vous faire gober, là. Donc, tu vois, c'est bien, c'est que ça a apporté un peu ce regard que nous, on devrait tous savoir, et qu'on a eu un petit peu quand on a vu apparaître un mec déguisé en bouc ou des choses comme ça. Là, tu dis, ah ouais, ça va loin, mais voilà. Ce recul permet aussi d'amener à la fois cette espèce de légèreté et de prendre un peu de recul en disant bah ouais, c'est une espèce d'ambiance de taré, et on avait vu des scènes en saison 1 qui étaient bien chelou aussi, mais là ça permet d'avoir ce décalage en disant bah, c'est peut-être juste une entreprise bizarre, quoi. Il y a peut-être pas forcément un gros complot derrière. Bah c'est très sectaire, quoi. Clairement, oui, c'est comme des vraies entreprises l'ont été dans la vraie vie et le sont parfois. Et en plus, ça amène un élément de lore, c'est-à-dire que ça amène le fait que ce qu'il raconte à l'intérieur, parce qu'on pourrait très bien imaginer que tous les gens de Lumon y croient à ce genre d'histoire à la con, etc. Là, on a bien compris que c'était pas le cas, que c'était vraiment des grosses conneries que pour les inters, quoi. Mais moi, je pense qu'il y a la version débile pour les inters dont on a vu les 3 premiers tomes dans leur bureau, et là où Milchick a révélé le 4e tome perdu dans une quête digne d'un jeu vidéo pas cher. C'est peut-être une fanfic qu'il a écrit lui-même. Ah ben je pense. Ce qui me ramène à le mec fait quand même beaucoup d'activités extrascolaires pour un homme tout seul et une stagiaire. Et donnez-lui une augmentation. Parce que le livre, il était illustré, il était relié, tout, il y avait du taf. Mais je pense un bel ouvrage, quoi. Je pense que Miss Cobell, par exemple, c'est une true believer, une vraie croyante dans une forme de, en tout cas, quel est le but de Lumon, la fameuse révolution qu'ils veulent créer quand Drummond dit à Milchick quand Marc aura fini Cold Harbor, ça sera l'un des plus grands jours de l'histoire de l'humanité. Je pense que par exemple Miss Cobell, elle croit à ça. Ouais. Après, est-ce qu'elle croit à toute la mythologie de Kir Egan? Elle avait l'air quand même, quoi. Elle avait un hôtel chez elle et tout. Donc je pense qu'il y a des employés de Lumon qui croient au bullshit, mais ils ont leur propre version du bullshit. Et les Innies, ils ont vraiment la version Wish, quoi. Oui, je pense que, clairement, à mon avis, on pouvait peut-être penser jusqu'à la fin de la saison 1 que il y avait en effet vraiment le côté sous-sol avec Ligny, vraiment ce truc avec le culte de la personnalité, etc., etc. Ce qui vient faire un peu voler ça en éclats, c'est clairement l'entretien individuel de Milchick, dont on comprend que clairement ils sont tous zinzin là-dedans, quoi, et que le top management, même à l'extérieur du sous-sol des dissociés, alors
sauf si, parce que lui est censé gérer ce sous-sol, il est un peu mis dans le paquet, quoi. Ils sont tous un peu drivés par cette espèce de truc. Alors effectivement, ce truc sectaire, alors peut-être à différents niveaux, comme tu dis, Mimi, et par contre, du coup, moi, ce que j'ai trouvé assez génial et l'épisode 4 est un peu le réceptacle de ça, justement, c'est le chemin d'Elena, en fait. Enfin, pour moi, cette scène où justement Elena se moque, alors je sais plus si c'est dans une vidéo de Captain Popcorn qui dit ça, mais où il évoque le fait que en gros elle dit ça un peu pour être dans la peau de Ellie Hart, qui est un peu le personnage un peu qui a la critique facile et qui depuis la saison 1 est justement dans la révolte de ça. Moi je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est que Elena elle vraiment utilise tout ce stratagème qui et là, pour faire en sorte qu'a priori ça se passe bien et qu'elle apprenne des informations en saison 2, pour se libérer, pour moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, pour se libérer du carcan dans lequel elle est, et je serais pas surpris que même si devant les autres personnes du management comme Nathalie et tout, elles disent que les Inni c'est des animaux et tout, je trouve quand même que cet épisode 4 il contredit vachement ça, et notamment dans la confidence qu'elle fait à Marc dans la tente, où elle dit que justement elle aimait pas la personne qu'elle était à l'extérieur et tout ça. Pour moi il y a une vraie sincérité, quoi. Il y a un vrai truc de lâcher prise et du fait de se dire elle est un peu dans la haine de cet autre, et en même temps elle a tellement envie d'avoir sa place que là elle en profite, quoi. Et il y a un peu ça avec Dylan aussi, un côté libérateur, qui se rend compte en rencontrant sa femme que hey dumb il est peut-être un peu un loser dehors. Après, pour nuancer quand même Guillaume sur cette scène particulièrement, je pense que déjà c'est un peu contredit par le fait que dans l'épisode 5 on voit Elena refuser de renvoyer de retourner au Severed Floor parce que refuser de réactiver son Inni parce qu'elle est là. En fait, elle a essayé de me couper les doigts et de me pendre. Et concrètement, Irving, il a essayé de la noyer à partir du moment où il a découvert son stratagème. Donc, je pense qu'elle a toujours le côté c'est dangereux et c'est un peu des sous-humains. Et aussi, elle a fait cette confidence à Marc juste avant d'abuser de lui, parce qu'on peut pas vraiment parler de consentement. Si Marc Inni pense être avec Ellie Inni, alors qu'en fait, c'est Elena qui, elle... les infos sont pas bonnes sur la personne qu'elle est. Donc j'ai du mal à voir ça comme une confidence à cœur ouvert, sachant que pour moi, il y a aussi quelque chose de très déshumanisant dans le fait qu'elle abuse de Marc sexuellement. Et j'ai vu, alors j'espère pas, mais j'ai vu en plus des théories comme quoi... en gros, elle aurait essayé de se faire féconder volontairement, quoi. Qu'elle aurait fait ça parce que c'est qu'elle ovule, machin. Alors bon, je sais pas. Ouais, ça j'y crois pas. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de question de contraception du tout. Et que voilà, si en plus elle a fait ça pour se faire inséminer entre guillemets, il y a vraiment un côté animal, élevage mais qui en plus pose des questions que c'est vrai, ça a déjà effleuré avec dans la saison 1, cette prise de conscience qu'il y a des femmes qui ont des innis dont le seul rôle est d'être enceinte et d'accoucher, et qui leur existence se résume à ça, ce qui ouvre pour moi toute une autre boîte de Pandore encore plus complexe que celle du monde du travail, quoi. Et donc voilà, je pense qu'effectivement l'arc de Elena, c'est de se rendre compte que peut-être Ellie, elle a une meilleure vie qu'elle, et qu'elle est entourée de gens plus sympas, qui l'aiment vraiment, et que elle, sa vie c'est nul. Mais pour cette scène, je suis pas sûre qu'elle ait arrêté de déshumaniser les Innis à ce moment-là, vu ce qu'elle fait à Marc. Non, je pense pas que... Les deux sont compatibles. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'elle soit devenue une meilleure personne à ce moment-là, tu vois. C'est juste qu'en effet, ça a moins de conséquences pour elle d'être plus dans le lâcher-prise à ce moment-là. C'est plus comme ça, quoi. Mais oui, complètement. C'est un personnage qui est quand même profondément égoïste, hein. Donc là, on sent que ça se ressent aussi à ce niveau-là. Est-ce que vous auriez aimé voir plus Cobel, justement, qui est un personnage que j'aime bien? Est-ce que Justine fait non? J'ai beaucoup de mal avec ce personnage. Est-ce que c'est un manque ou pas? Vous trouvez parce que c'est vraiment un personnage que j'aimais bien dans la saison 1, quoi. Je suis d'accord avec toi. Justine a... Non, moi, elle me stresse. Non. Ah oui, mais c'est malheureusement évolué et réussi. Je suis assez stressée comme ça dans la vie de tous les jours. J'en ai pas besoin dans les séries que je regarde, si tu veux. Personne terrifiante. Ah, mais tu ne peux pas ne pas avoir envie d'en savoir plus sur ce perso, mais tu vois, Nathalie, elle me stresse plus que Cobel. Tu parlais, Mimi parlait de l'hôtel chez elle à Kir, puis elle habite à côté. Enfin, tu vois, il y a vraiment rien que ce perso. T'as tellement de questions déjà sur ce perso. Ah bah, je veux un spin-off sur elle. Hein. Oui. Je veux le préquel Harmonie. Aïe. Je n'avais pas pensé à cette possibilité. Elle avec des nattes. Oui.
qui est une sociopathe. L'arrivée de Cobble chez Lumon, t'imagines? Tu regardes ce spin-off? Bah en plus, on sait qu'elle a été à la Kir Egan School for Girls, donc à mon avis, il y avait pas des Game Boy et des textos à la récré, quoi. Mais elle te stresse au point que tu ne l'aimes sincèrement pas, ou non? Non, mais le scénaristiquement. personnage est très bien. Enfin voilà, Patricia Arquette, elle joue de toute façon très bien, et je pense que c'est le but du personnage, d'avoir ce côté qui te rend. Tu aimes la détester quand même. Oui, mais tu vois, quitte à avoir un personnage qui me met mal à l'aise, je préfère, tu vois, Mimi, tu parlais du personnage de Nathalie. Moi, la scène où elle vient apporter à Milchick ses portraits blackfaced. Oh la Inclusif. vache, cette scène, elle est fabuleuse. Cette scène, il y a tout dedans. Il y a des critiques de 15 niveaux différents. Et cette espèce de jeu, le jeu de l'actrice, donc Sinécole Alexander, tout en retrait et tout en regard écarquillé en mode non, c'est complètement con, mais je ne peux pas le dire parce que je ne suis qu'une voix qui transmet l'oreillette. Oui. T'as tout là-dedans et c'est tellement bien fait. Mais tu vois, je trouve que c'est un personnage qui avait plus de profondeur dans cette scène que ce que pouvait avoir Cobble, qui m'angoisse juste parce qu'elle est entièrement tournée justement dans ce côté sectaire. Et je me dis que c'est un personnage qui peut vriller beaucoup plus vite, mais auquel je vais avoir beaucoup plus de mal à m'attacher, ou que je vais avoir beaucoup plus de mal à comprendre, du coup. C'est peut-être pour ça que ça me stresse. Moi, j'ai une théorie sur Miss Cobble. Déjà, je pense qu'on va beaucoup la revoir, qu'elle va avoir un rôle très important, parce que le générique de cette saison 2 se finit sur, littéralement, c'est le monde de Miss Cobble et tout le monde existe dedans, quoi. C'est elle qui lit un livre, et c'est assez flippant. Je me souviens que la première fois, du coup, dans l'épisode 2 que j'ai vu le nouveau générique, il fait flipper, creepy, parce qu'effectivement, elle est inquiétante. Mais ma théorie sur Miss Cobble, c'est qu'elle va être le levier qui va faire péter Lumon. Elle va se retourner contre eux, parce que là, ils l'ont trop maltraitée, et parce que visiblement, il y a un truc qui est plus important que tout pour elle, et c'est lié à Cold Harbor et au fait que Mark y réussisse. Moi, je pars du principe que c'est dans le but d'essayer de ressusciter quelqu'un qui lui était cher ou quoi. Et du coup, c'est pas un truc. On voit bien qu'elle est incapable de tourner la page et de partir. Et je pense que même si peut-être en temps d'écran on la reverra pas beaucoup, peut-être que la saison 2, elle se finit sur Miss Cobble qui arrive et qui dit Let's burn this place to the ground. Avec des guns comme ça dans chaque main. Avec des glocks. C'est ce que j'allais dire, c'est que moi je pense que Miss Cobble, effectivement, c'est un personnage, tu sais pas si ça sera une alliée ou une antagoniste. Et c'est cette tension, en fait, qui rend aussi le personnage intéressant. Au-delà du fait que c'est Patricia Arquette, bien sûr, mais vraiment ça joue Guigui, on va pas faire les non, mais oui, effectivement, moi c'est vraiment un personnage qui me fascine, et j'aimerais la voir plus souvent, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que je pense que oui, on a une petite pause, mais on va la revoir et elle va avoir un rôle vraiment déterminant. C'est pour mieux revenir, c'est sûr. Tout à fait. C'est sûr. Ça fait partie. Mimi, j'ai envie de te lancer sur comme tu es féru de Reddit en tout genre, est-ce que tu aurais quelques petites théories du complot de la plus. Alors moi aujourd'hui j'ai inventé une théorie. Oui, c'est vrai. Donc, voilà, c'est de première fraîcheur, parce c'est que une exclue. Dans l'épisode 5, rappelez-vous, l'épisode s'ouvre sur un nouvel employé de Lumon qu'on n'a jamais vu et dont on ne voit pas le visage, qui est habillé de façon un peu médicale, et qui va chez Optics and Design chercher des instruments médicaux pour ensuite repartir au fameux hall d'exportation qui mène vers l'étage de test. Terrifiant. On dirait des trucs de dentiste un peu. Et voilà. Dans mon podcast avec Louise Petrouchka, on était là. Bon, moi, de base, j'ai juste vu des instruments médicaux. J'étais là, terrifiant. Mais j'avais vu notamment sur Reddit, c'est plus des trucs de dentiste. Genre, il n'y a pas de scalpel, il n'y a pas de bistouri et tout. Et quelqu'un qui est dentiste m'a répondu, en effet, c'est tel et tel instrument. Alors, attendez, je vais quand même vous citer les termes techniques, puisque après ça fait déjà peur, les trucs de dentiste. J'y suis allé il y a pas longtemps, donc ça m'a tilté tout de suite. Les termes sont quand même terrifiants selon moi, parce que j'ai une phobie du dentiste, mais Elsa me dit ce sont des curettes pour le curetage parodontal, des décolleurs pour décoller la gencive pour la chirurgie des gencives. Et donc moi j'ai envoyé ça immédiatement à Louise Petrouchka en disant ok, nouvelle théorie, ils vont mettre un micro dans une fausse dent à Miss Casey et ils vont genre la libérer pour espionner Mark via Miss Casey, parce que du coup, pourquoi d'autres ils iraient opérer ses dents? Donc voilà, ça c'est une exclue 100% Mimi. Louise, qui travaille dans le son de profession, puisqu'elle est podcasteuse et DJ, m'a dit Mimi, les bruits de bouche. C'est l'horreur. J'étais là, certes. Peut-être ils ont une bonne technique de filtrer les sons ambiants. Mais est-ce qu'il y a des bruits de bouche quand tu es dans la bouche? Bah oui, là, évidemment.
Ta bouche, elle est pas Pardon, insonorisée. pardon la DJ. Mais ouais, pardon. en effet, les Écoute, misophones... Guillaume et moi, on fait du montage de podcast et les bruits de bouche, c'est vraiment notre ennemi. Donc si le micro est dans la bouche, ouais, c'est clair qu'il y aura du boulot, quoi. Ouais, je pense que c'est une cata. Donc voilà, peut-être que techniquement, ça ne soutient pas. Le micro Made in Lemon, ils ont trouvé un moyen, ils feront une blague Bien là-dessus. sûr. Et puis... Non, mais même à partir du moment où on arrive à lire quelque chose, un petit papier que tu as ingéré, je pense que oui, le micro dans la bouche, c'est easy, quoi. Ouais, perso, je me pose quand même des questions sur cette histoire de détecteur de code dans l'ascenseur, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de renforcement c'est même pas la peine d'essayer de sortir n'importe quoi en termes de, même pas juste de texte, mais genre tu vois, tu pourrais écrire du morse ou quoi, apparemment ça ne marche pas, et t'inquiète, tout a déjà été essayé. D'un côté, je suis là, Hayley, elle a pas essayé longtemps. De l'autre, je comprends bien qu'il y a la menace en fait, tu vas littéralement te faire torturer dans la break room. Donc, on n'a pas non plus fait 1000 tentatives. Mais je suis là, il y a de bonnes chances qu'il y a pas mal de trucs qui aient juste été cramés par les caméras omniprésentes, y compris Hayley qui se peint sur les bras dans les toilettes et tout. Et on sait, donc, je sais pas si vous avez lu la Lexington Letter, qui est un document qui a été publié par la prod de Sévrance, qui est en gros c'est un document qui existe dans le monde de Sévrance et qui est censé, donc c'est des échanges de mails entre une journaliste de la Kir Gazette, je crois, enfin en tout cas d'un média 100% Kir, qui écrit à son rédac chef pour lui dire « J'ai été contacté par en gros une lanceuse d'alerte, qu'est-ce que t'en penses ?» Et on a le document envoyé par la lanceuse d'alerte. Et en fait, cette meuf qui est censée avoir contacté la journaliste, elle dit qu'elle est severed et qu'elle a été contactée par son INI, parce que quand elle était toute petite, avec sa sœur, elles avaient inventé un langage codé. À base de, en gros, elle remplaçait juste les lettres par des symboles, genre, une pyramide, machin, un hippocampe ou je sais pas quoi. Et que son INI, elle avait retrouvé ce savoir et qu'elle lui avait fait passer un mot en mode, je sais même pas pourquoi j'écris ça, je sais même pas d'où ça me vient. Et que du coup, elle avait commencé à échanger avec son INI. Et en fait, un jour, son INI, elle lui avait laissé un message en disant trop bien, trop contente parce qu'au boulot, j'ai eu j'ai été félicitée parce que j'ai fini le projet sur lequel je travaillais, donc j'ai eu la musique dance expérience, machin, et j'ai pu avoir du melon, machin. Donc au début, la Aouti, elle est juste un peu en mode, ça a l'air chelou quand même les trucs qui se passent là-bas, mais ok. Et le jour même, au moment où son INI lui a dit j'ai fini mon dossier, il y a un camion qui a explosé, qui appartenait à une entreprise rivale de Lumon. Et du coup, la Aouti, elle s'est dit, attends, est-ce que le truc sur lequel mon INI, elle bosse, du sabotage, ça permet de tuer des gens? Et donc, elle a essayé du coup de démissionner, et Lumon lui a dit, bonjour, votre INI n'est plus là, au revoir, vous êtes viré. Et le jour d'après, elle a été retrouvée morte. Cette lanceuse d'alerte qui a contacté la journaliste. Et donc, on a les mails de la journaliste à son rédac chef. Et son rédac chef lui dit, écoute, j'ai parlé à... Ça me semble être un tissu de trucs très peu vérifiables. Et j'ai parlé à une source fiable que je connais chez Lumon. Et apparemment, c'est une ancienne employée qui voudrait juste salir la boîte parce qu'elle est pas contente d'avoir été virée. Et le rédacteur en chef s'appelle Monsieur Milchik. Oh mon Dieu. Oh my God. Le twist. Voilà, donc bon, tout ça pour ça, mais ils disent aussi dedans que après ça, du coup, le détecteur de code a été amélioré. Donc en effet, peut-être qu'il est vraiment aussi fiable qu'on le dit. Alors justement, moi, c'est une théorie, ça alimente une théorie que j'espère ne pas être vraie, en fait, à laquelle je pense depuis un moment. J'en avais parlé la dernière fois, je sais pas si on l'avait enregistré ou pas, du fait que les implants peuvent altérer la perception des gens et que peut-être ce qu'ils voient, c'est pas vraiment ce qu'ils voient. Peut-être que les chèvres, c'était pas des chèvres. Par exemple. Ouais. Et on peut aller même encore au-delà de ça. Ceux qui m'écoutent savent que j'ai des théories sur les troisièmes mondes dans Twin Peaks, des troisièmes strates dans X-Files. Donc là, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un troisième niveau dans Sévrance, c'est-à-dire qui serait encore au-dessus, parce que le monde extérieur de Sévrance, il est quand même très chelou. Il y a des cabines téléphoniques. Je suis désolé, c'est le truc le plus chelou qui puisse exister. Il y en a quand tu as des téléphones portables, mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement le fait qu'il y a ces détecteurs de trucs qui fonctionnent. Comment ça peut fonctionner? Pour moi, c'est impossible. Il n'y a pas que ça. Il y a vraiment la météo qui est toujours la même. Il y a le fait que tout le monde a des vieilles bagnoles, alors que clairement, ils ont des smartphones. La neige est vachement bien placée aussi sur le parking à chaque fois. Ça, à la rigueur, je me dis, j'ai passé un week-end dans les Vosges, donc je me dis, oui, c'est vrai que c'est possible à la rigueur. On est encore un peu en laguna. Mais il y a d'autres trucs, par exemple, dans l'épisode 4, le fait que Irving, il aurait peut-être dû mourir 2 fois, il aurait dû avoir des engelures. Ah, mais moi, je pensais que Irving, elle allait mourir pour moi. Il s'endormait. Enfin, pardon, endors-toi dans la neige. Moi aussi. Non, mais terrible. Première fois de sa life, le mec, il voit le dehors, hop, il meurt de froid. Tout seul, dans la nuit, dans la neige. J'ai pas dit que c'est ce que je veux. J'ai dit que
la nature doit faire son travail et que voilà, c'est très dangereux. En tout cas, l'épisode 4 est vraiment chelou à plein de niveaux et vraiment, on pouvait se demander est-ce que c'est pas une simulation ou un truc comme ça, sauf que dans l'épisode 5... moi, je pensais que c'était une moi simulation. aussi, vraiment, je me suis dit, il y a de ça, quoi. Et l'épisode 5 nous dit non, ils ont vraiment fait un truc en extérieur. Donc, ça veut peut-être dire qu'effectivement, ce qu'on voit de l'extérieur est aussi une sorte de simulation ou d'autres mondes, d'un autre niveau. Et effectivement, enfin, moi je trouve ça rappelle vraiment le fait que à l'intérieur de Lumen, dans les sous-sols, le fait qu'il y ait des pièces assez grandes pour tenir une espèce de prairie avec des chèvres, des pièces assez grandes pour tenir carrément un manoir avec un petit jardin. Je veux dire, allons encore plus loin, quoi. C'est des espaces lumineux, c'est des backrooms, c'est la Black Lodge de David Lynch. Donc vraiment, on peut tout imaginer à ce niveau-là et on ne sait pas qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Et Briac n'est pas là quand on a besoin de lui. Surtout sur Twin Peaks, mais on parle de lui, on parle de Twin Peaks sans lui, c'est terrible. Mais Briac n'était pas là, il fallait que je le fasse. Merci. Mais ça pas. Alors moi je suis nul en théorie et tout ça. Vraiment, je ne suis pas. J'adore, mais je suis nul. Je ne sais pas trop dans mes trucs. Par pareil, contre, ça va dans le sens juste d'une interrogation. Un truc qui m'a toujours paru étrange, mais sûrement vous aussi, c'est que donc on l'a dit, c'est très compliqué de sortir de machin, de trucs. On sent que tout est très très bien rodé, mais pour rentrer là-dedans, c'est un simple ascenseur. Il se passe un truc dans le cerveau. Le vigile n'a pas l'air le mec le plus investi dans son taf du monde. On voit qu'il est clairement dans une sorte de routine. Tu vois, non mais je veux dire, c'est pas un protocole extrêmement. On voit que c'est très codifié, mais c'est pas très compliqué d'aller au taf dans cette entreprise malgré ce qui semble s'y passer. Donc je me suis toujours dit c'est trop facile. Cet ascenseur. En plus c'est toujours la même couleur, c'est toujours le même plan, c'est toujours le même truc pour montrer le switch dans la tête. Donc oui, ça va dans ce sens-là ça se trouve c'est quoi, c'est la focale qui change ou je sais pas les connaissances, mais voilà. Bon, oui, trop simple, trop facile. On voit que c'est un passage vers un monde presque parallèle. Forcément, il se passe plus de trucs qu'on veut bien nous montrer. Quoi. Mimi le disait, de toute façon, ils disent que Lumon est présent dans 206 pays, je crois. Il y a pas 206 pays dans le monde. Il y en a 187, tu vois, donc... Oui, mais ça, tu peux tout simplement le résumer à... rappelle-toi le petit film qu'on voit dans l'épisode 1 de la saison 2. En gros, et non, même le montage pourri sur le magazine, tu vois, comme quoi ils ont libéré, machin. Tu vois, c'est vraiment... Et il a pas fait des formules chic. Il a ouvert Canva, il a dit, allez, j'ai 10 minutes. C'est clair. Ah merde, vite. Vraiment, en fait, j'adorais qu'on découvre qu'il y a un département infographiste à Lumon. Vraiment, ça, c'est là où je veux qu'on aille, quoi. Que c'est les chèvres qui font les montages, et c'est pour ça que c'est pas terrible. Non, Mimi, est-ce que t'as une théorie qui toi te semble extrêmement solide, quasi vérifiée? Alors pour moi, c'est quasi un fait acquis que le but de tout ça, c'est de ressusciter et ou rendre immortel Kir Egan. Mais c'est pas tant une théorie que j'ai l'impression, c'est ce que la série essaye de nous faire croire. Amener à comprendre. Il y a Jamie Gunn qui parle de son propre revolving dans la saison 1. Et puis c'est un thème assez courant que les gens qui ont trop de technologie et trop d'argent, à la fin, ce qu'ils veulent toujours faire, c'est conquérir la mort et vaincre le temps lui-même. On avait besoin qu'il reste. Après, moi, alors quand je vous dis que je suis nul, c'est que vraiment, mais là, je viens de me prendre un plot twist dans la gueule. Vraiment, j'étais loin de... Quoi? Comment ça? Bah ouais, l'idée c'est que c'est pas, je pourrais pas dire exactement les étapes de leur plan, mais que c'est toi qui as raison, s'ils arrivent quelque part à ressusciter Gemma, ou en tout cas à vider son corps pour y injecter une nouvelle personnalité, peut-être qu'ils ont stocké quelque part la personnalité de Kir Egan sous forme de ces fameux Tempers, et que un peu comme les gens qui se font cryogéniser en espérant qu'un jour on puisse les ressusciter, tu vois. Kir Egan, il s'est fait digitaliser en espérant qu'un jour on puisse avoir la techno pour le remettre dans un corps. Voilà, ça c'est mon interprétation d'où on va. Après, j'aime beaucoup la théorie parce que celle-là, elle m'a prise de court. Et plus ça va, plus je suis là. Que Riken serait un genre de mouton noir de la famille Egan étendue, ou en tout cas parce qu'on sait qu'il a beaucoup d'argent. On sait pas exactement comment, parce que clairement son livre, il le dit lui-même, c'est pas un best-seller, mais il vit dans une méga baraque. Enfin, regardez les plans chez lui et Devon, c'est un Airbnb de luxe, le truc à 300 balles la nuit. Devon, on sait pas, elle a pas l'air de bosser. Bon, là, bien sûr, elle était enceinte, elle vient d'avoir un bébé, mais on n'a pas trop d'infos sur sa carrière, ce qu'elle fait. Elle parle jamais de revenir au boulot et tout. Et du coup, ça expliquerait à la fois à quel point Riken il a envie de plaire et il est un peu prêt à tout pour ça parce qu'il a été un peu rejeté, bolossé par sa famille. Mais ça pourrait aussi être un truc de...
En fait, je comprends pas trop pourquoi Devon elle habite là. Ouais, ça c'est clair. Et pourquoi elle est avec Riken. Ah oui, non ça, plus, mais en fait, ni elle. Premier sujet. Hein. Ni elle ni Riken n'ont l'air de bosser pour Lumon. Alors ça peut être un truc de mon frère a perdu sa femme, il était au bout de sa life, donc je suis allée vivre pas loin parce que je pouvais me le permettre. Voilà, j'en sais rien, mais la ville a pas l'air immense. Donc je suis là, mais en fait les gens qui vivent là, vous faites quoi et pourquoi vous êtes là? Parce que apparemment la ville la plus proche elle est à 238 miles, ce qui est loin. Donc j'aime bien l'idée que Riken est peut-être plus impliqué dans tout ça, que c'est pas juste un élément extérieur qui débarque à l'étage des dissociés via notamment son livre, mais c'est aussi potentiellement quelqu'un qui était dans le mix depuis le début, mais par exemple peut-être Inimar qu'il a déjà croisé des gens, mais Outimar qui s'en souvient pas. Enfin voilà, j'aime bien l'idée que Riken a pas forcément quelque chose à cacher, parce qu'il est peut-être juste pas très malin, mais que peut-être sans le savoir il est un pion dans ce jeu-là. Et pas juste un genre d'idiot qui est assez rigolo. On parlait de la comédie dans Sévrance, ça passe pas mal par Riken et c'est merveilleux livre. Et ses copains aussi, son entourage est vraiment... Ils sont insupportables et du coup ils sont insupportables. Ouais, tout à fait. Alors on disait Cobel, elle met les gens mal à l'aise. Moi je préfère passer un dîner avec Miss Cobel qu'avec les potes à Riken. Hein. Ce que tu dis de Cobel, je le pense de Riken, quoi. C'est vraiment genre, oh là là. Puis elle est top. En plus, elle est top, sa femme, tu vois, genre vraiment, tu vois, genre... Mais... Elle est merveilleuse. Oui, c'est ça, elle est trop bien. Elle est genre, excellent personnage féminin. Hélas, beaucoup de femmes top sont avec des Riken et du coup, peut-être que c'est juste la parole de bol de ce truc-là, je sais pas. Peut-être que c'est ça que ça veut montrer et qu'on fait des théories sur, alors que non, c'est juste un token. À la limite, ça serait, limite, je pense que ça serait décevant d'avoir ça parce que en fait, ça serait le même principe que dans Succession. C'est le personnage de Greg, le personnage du bouffon insupportable qui a rien à faire. Pas de spoil sur attention, pas de spoil sur Succession. C'est le premier épisode de la première saison, c'est le cousin éloigné. Oui, c'est le cousin loser éloigné qui s'incruste et qui va effectivement s'incruster dans la famille et qui est le jeune Greg le grand qui mesure 3 mètres. Le jeune qui vomit dans la mascotte. Le jeune qui vomit dans la mascotte, exactement. Et je pense que c'est sa meilleure scène si tu veux de toute la série. Donc j'ai pas vu beaucoup parce que bref. On n'est pas sur Succession, mais oui. Ce serait vraiment le même schéma. Donc à la limite, je trouverais ça un peu décevant, moins original par rapport à ce que la série peut apporter. Moi, j'ai ma théorie que c'est Madame Cobel en fait qui est une enfant illégitime de la famille Hegel, puisque l'autel, la dévotion, mais elle est rejetée, elle fait pas partie de la famille et sa rivalité avec Ellie, du coup, pourrait découler de là, même si Ellie peut l'ignorer. Et ça expliquerait pourquoi elle est au courant qu'on peut ressusciter les gens. Et quand elle regarde cette espèce de ce petit tuyau, cette espèce de petit appareil médical, voilà, c'est qu'elle a quelqu'un à faire revenir, qu'elle est au courant de la finalité de la chose. C'est aussi pour ça qu'elle surveille Mark, pour être sûre peut-être qu'il lui arrive rien, parce que visiblement il est super important pour ce projet. Attends, théorie, ok. Théorie en cours. Cobel, c'est une Egan illégitime, ok. On voit que la date sur l'appareil respiratoire qu'elle garde sur son hôtel, c'est une date qui a l'air d'être trop ancienne pour être sa propre date de naissance. Donc on se dit c'est peut-être sa mère qui aurait, sa mère ou son père, mais a priori sa mère qui serait décédée. Peut-être après une longue maladie. Imagine. Elle, c'est une bâtarde Egan. Peut-être pendant longtemps, elle le savait pas, elle était juste à l'école Egan et tout. Et c'est une bâtarde Egan parce que sa mère, c'était un peu une fanatique de la doctrine et tout. Parce que là, ça marche. Et en fait, les Egan, ils ont laissé mourir sa mère en mode ils l'ont trop pas aidée, voire peut-être ils lui ont fait expérimenter des médocs chelous et tout, et du coup elle est morte. Là-dessus, Miss Cobel qui a consacré sa vie à la famille Egan, au projet de Lumon et Akir, elle se rend compte que elle-même elle a été trahie par cette famille et que cette famille elle a rien fait pour aider sa mère. Donc son but n'est pas de ressusciter sa mère, son but c'est de tout niquer. D'être sûr qu'ils arrivent à leur but qui est de ressusciter Kirigan et de tout niquer à ce moment-là. Tu vois, vraiment de faire ressusciter l'ancêtre de la famille et de dire fuck you et de le planter. Et là, c'est la fin. Je trouve ça plus intéressant que qu'elle ait envie de sauver quelqu'un, qu'elle veuille tout niquer. Je trouve que c'est mieux comme motivation, ouais. Merci. On en revient à c'est ok pour moi. Les deux flingues, je suis désolé, mais... Ouais, un peu, ouais. Oui. Tu vois que cette théorie tient la route. Non, mais on espère qu'au moins l'une de ces théories seront expliquées, ou du moins étayées d'ici la fin de cette saison 2, débunkées peut-être. Alors, moi, j'ai pas de théorie, parce que je suis incapable de faire ça, mais vu que vous m'avez fait remarquer, il y avait des choses sur l'importance de l'eau, etc. Maintenant, je suis partie en délire sur les fruits,
parce qu'ils sont quand même bien accros entre le melon, la pastèque là de très très mauvais goût. La pastèque. C'est vrai, ça. La tête de Et pastèque. l'ananas, effectivement. Tu sens que c'est ritualisé aussi, la corbeille de fruits avec l'ananas, vu ce que Cobel, elle dit. Donc voilà, moi je m'intéresse, tu vois, après ma passion pour la scène avec les chèvres, voilà. Que nous cache la Peut-être il y a un pastèque. verger. Bientôt, avec, c'est la noix de coco qui devrait débarquer, du coup. Mais ça ne fait que contrarier encore plus les plans, tu te rends pas compte, toi? Moi, j'avais, et du coup, elle a été annulée, cette théorie. C'était à peu près la seule que j'avais, mais j'étais persuadé qu'à l'issue de l'épisode 3, donc, et de la réintégration de Mark, j'étais persuadé qu'il allait nous faire une pitié et que ça allait absolument pas bien se passer parce que, ça a pas l'air d'être une science exacte non plus et que on apprend, mais ça c'est plus tard que dans l'épisode 5, en fait, Regabi, elle s'est entraînée sur personne d'autre, a priori. C'est juste que elle a amélioré son matos, mais que voilà, enfin, a priori, elle a pas eu non plus l'occasion de le faire sur beaucoup de gens. Et j'étais persuadé que Mark étant très important pour Lumon, ils allaient le rapatrier en mode ok, là c'est pas possible, il est en train de crever, et que grâce à lui on allait arriver justement sur le testing floor et que grâce à ça on allait en gros assister à une espèce de truc où ils allaient le rebooter et le remettre à zéro. Bon. Et il se serait peut-être réveillé dans le testing floor à côté de Miss Casey. Oh là là. Tu devrais être sur Reddit, hein. Moi aussi, j'y aurais cru à ta théorie. Avec des outils du dentiste. Voilà, elle est pas tout à fait à jeter parce que bon, peut-être que la réintégration va finalement pas bien se passer quand même et que peut-être ça sera un peu le levier de la fin de la saison, sachant que ça sera dans l'épisode 8. Ouais, voilà, mais j'espère. parce que on a vu dans l'épisode 5 que il commence à avoir des effets un peu vénères et que du coup ça y est, il commence à effectivement avoir des. Alors d'ailleurs, c'est très bizarre parce que donc ce que disait Pity en saison 1, c'est que en gros la réintégration, c'est un peu comme si t'expérimentais tous tes souvenirs quasiment de toi petit à ton plus vieux souvenir en tant qu'adulte, mais tout mélangé dans le désordre. Alors laisse tomber, pour faire le tri là-dedans, ça doit être infernal. Là, en l'occurrence, il s'avère qu'a priori, il revit des choses qu'il a vécues à Lumon et donc il commence à voir Gemma a priori, quoi. Ouais. Mais à voir comment ça va se développer et s'il va réussir à se stabiliser de ça, quoi. Mais je trouve que ce que tu disais, Guillaume, là, sur du coup cette espèce de troisième couche ou quoi, je la trouve super. En fait, je sais pas si j'ai vraiment envie que ça aille par là parce que ce serait un mindfuck assez important. Moi non, en fait. Ouais, mais il y a quand même effectivement le truc de se dire, et si le sous-sol était la réalité et que l'extérieur était une simulation, tu vois, en gros une espèce de truc un peu genre en fait d'inversion, pour que les gens soient efficaces au travail, parce que finalement c'est ça qu'on attend d'eux, il faut leur donner un petit glimpse de loisirs, un petit glimpse de vraie vie. Ils ont l'impression que leur cerveau se repose, ce qui est assez ce qui est un peu fucked up de la sphère professionnelle en vrai de ça, quoi, genre le baby foot, les trucs d'amusement aussi, quoi, mais là à une échelle un peu genre on va vous donner une vraie vie en dehors pour que vous soyez efficace au taf, quoi. Et il y a un truc qui n'a pas encore été expliqué, et qui pour moi est peut-être une espèce de fusil de Tchekhov entre guillemets, c'est que dans le premier épisode, quand Mark est un peu dans sa rébellion et qu'il essaie de faire les 400 coups auprès de Milchick, à un moment donné, je crois que c'est au tout début d'ailleurs du premier épisode où il va essayer de retrouver la salle dans laquelle Gemma est censée être, on voit un personnage derrière lui, une ombre, un gars qui et lui il regarde, et le temps qu'il regarde la personne est partie. On ne revient jamais trop sur cette truc là. Alors certains disent c'est le remplaçant du mec de la sécurité qui s'est fait buter en saison 1, et d'autres disent ça se trouve c'est encore une évolution supplémentaire de la dissociation qui serait un troisième Mark. Mais alors si on commence à partir par là, ça veut dire qu'il y a quand même une espèce de voyage dans le temps, enfin bref, ça ou pourrait de clonage de corps, mais ou de moi, clonage, je suis pas voilà. trop là-dessus, quoi. C'est le docteur qui attend sa prochaine régénération. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Non, ils ont posé un truc là au début, ils se sont dit peut-être qu'on l'utilisera, peut-être qu'on l'utilisera pas, et puis tu vois, je pense que. En fait, c'est ça le problème, c'est que il faut vraiment maintenant, je pense que Severance fasse attention parce que
que ça soit des fausses pistes ou des facilités scénaristiques, maintenant les gens sont trop à fond dans le theory crafting et du coup ça va forcément être un peu décevant si moi ça me dérange pas que les explications soient un peu nulles entre guillemets, c'est-à-dire que on parlait souvent de Lost la dernière fois dans notre épisode parce que finalement on est dans quelque chose qui ressemblait un petit peu à Lost et on dit souvent Lost ils ont rien expliqué, c'est hyper décevant. En fait quand on a fait notre émission si ils ont expliqué les trucs quand on a fait notre émission ils ont quasiment tout expliqué. Moi, je défendrai Lost toute ma vie. Je mourrai sur cette colline, donc attention. Non, mais on est d'accord en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est que les explications n'étaient pas toujours celles qui étaient attendues, mais il y a eu des explications. Et j'espère que Severance expliquera tout, même si c'est pas toujours ce qu'on attend, plutôt que de laisser des choses qui sont juste là pour des effets de manche et qui pourraient être un petit peu décevants, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que effectivement, on se dirige vers deux plots majeurs qui sont Gemma et le testing floor, ça c'est sûr et certain, on va vers là pour la fin de la saison, alors à voir comment on y va, mais moi il y a quand même, on parlait de Cobel qui pourrait être une espèce d'allié secret. Moi franchement je croise les doigts et je crois très fort dans le fait que Milchick tourne sa veste aussi, parce que on lui en fait quand même voir des vertes et des pas mûres, et que sur les 2 derniers épisodes on sent que entre les portraits Blackface et son évaluation où on lui fait comprendre que va falloir alors certes on a le sentiment que il va être ce personnage un peu plus méchant à partir de maintenant, mais en vrai Milchick il est sympa, il a envie, j'espère en tout cas. Ouais, et puis il en a jusque là quoi, il est vraiment en mode là je me contiens, la vie de ma mère je suis en train de me contenir, mais je suis pas sûr que ça va durer. Je pense que ça deviendra un personnage vraiment dramatique, Milchick, tu vois. Je pense que ce soit le gros, que le Big Boss, non, j'ai pas trop ça. Après, je suis nul en théorie. On se reparle dans 3 ans et ce sera exactement l'inverse. Mais je le vois vraiment devenir, et il prêche, ce personnage prêche, peut-être ce que j'aime le plus dans cette série, c'est le parallèle avec le sujet société, comment sont construites les entreprises, et c'est trop intéressant de voir la strate au-dessus du petit personnel a des pressions également, et en fait tu me rends compte que personne n'est content dans ce fonctionnement-là, et que lui-même va probablement péter les plombs tôt ou tard, quoi. Et est-ce qu'on verra aussi en fin de saison 2 le board? Est-ce qu'on aura une petite réponse par rapport à ça? Parce que effectivement on reste dans le mystère de est-ce qu'il y a un board? On va pas tout savoir, Guillaume, on va pas tout savoir. Peut-être qu'on ne saura rien du tout. Non, un petit glimpse de ça. C'est Nathalie qui fait semblant depuis le début. Ouais, peut-être. Bah non. C'est évident que le board, c'est Kir Egan qui a été, comme on l'a dit, numérisé dans une puce, qu'ils ont mis dans la tête à Nathalie. Et du coup, quand elle dit le board me parle, c'est littéralement une voix dans sa tête. C'est évident, c'est QFD. Moi, ça me paraît plausible, hein. Ça me paraît... Ah, Charles a validé, c'est bon. C'est étayé et tout, en plus, franchement. Je vais nulle part avec mes théories sur les fruits, là. Vous allez loin, ou? C'est quoi? Oui. Non, mais j'aime bien les fruits. Ah ouais. Mais c'est là où je suis pas d'accord avec toi, Guillaume, c'est que c'est quand les explications sont décevantes que t'es déçu. Si tu n'as pas l'explication claire et précise, moi je m'en fous de pas avoir, je m'en fous. Ouais, il y a des trucs, c'est plus si j'ai plus de réponses que de questions en suspens, c'est bon pour moi. Et Lost en a un parfait exemple. Ce qui reste dans Lost qu'on sait pas, je sais plus il y a quoi, les pirogues, ils se prennent des flèches et tout. Non mais d'accord, l'immense majorité des trucs que les gens savent. Bon, Lost c'est un autre sujet. Ouais, je vois Justine trépigner, mais Lost, moi, tant que tu m'expliques pas que ma théorie elle est pas vraie, elle est vraie dans ma tête, et c'est bon pour moi, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, ce qu'on s'imagine être aujourd'hui des mystères et auxquels on cherche des réponses, en gros, j'espère pas, pour l'instant, la série, avec ce début de saison 2, elle fait ça. Ils ne répondent pas comme on s'y attend. C'est-à-dire, par exemple, un exemple simple, le truc autour de LIR et Elena. Ouais. Quand on a fait la première émission, on s'est dit « Ah, est-ce que ça se trouve, ça serait pas Elena, machin truc ?» Et en fait, ce que je trouve brillant, c'est que dans l'épisode 4, ils font les deux théories. C'est-à-dire que c'est à la fois Elena et on a la preuve, et en même temps, il y a aussi ce truc ils en parlent quand même de, en gros, cette honte qui était une des autres théories de LIR, elle parle pas de son outil parce qu'elle a honte de qui c'est et tout ça. Ça, c'est vraiment le truc que les gens disaient, et c'est adressé dans l'épisode à travers Elena qui dit j'ai honte de qui j'étais extérieur. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que les deux théories sont désamorcées dans l'épisode, et c'est pas ça le plot de l'épisode. Le plot de l'épisode, c'est Erwin qui prend Elena et qui lui fout la tête dans la flotte. Je veux dire. Et ça, je sais pas qui l'avait sur son bingo, parce que même en se disant ok c'est Elena, dans tous les scénarios au moment où ça va être révélé à quoi ça va ressembler,
Je pense pas qu'on avait Irving qui essaye de la noyer pendant que Milchick est là. Oh, c'est chiant, ok, j'appelle. Le Bravo. Reddit, le subreddit qui avait parlé de ça, vraiment balèze le gars, quoi. Vraiment bien Ouais. joué. Bah, j'ai envie de dire quelqu'un a eu les scénars, quoi. Au pied de la plus grande cascade du monde, quand même, il faut le rappeler. Qui fait 3,50 m. Pour finir, c'est quoi vos attentes, les autres, sur cette fin de saison 2, au-delà des théories vérifiées ou non? Est-ce qu'il y a des envies? Moi, je sais, je vous laisse réfléchir, je vais donner. Moi, j'ai un petit côté fanboy, j'avoue. Et j'ai envie d'avoir, moi, le mindfuck de cette fin de saison 1, je m'en souviendrai longtemps, vraiment, je vous le dis, j'en ai parlé dans la première partie, dans l'épisode précédent, vraiment, j'étais hors de moi, vraiment, j'étais, non, ne t'arrête pas maintenant. Et j'ai un peu envie de retrouver ça. L'épisode 3 m'a donné un tout petit quelque chose de ça, mais j'ai envie d'un truc qui va me scotcher dans mon canapé et c'est un petit peu je l'ai pas vraiment eu. Il y a des moments vraiment géniaux pour l'instant, mais ce truc de mindfuck que Ben Stiller et sa team sont capables de me donner, je l'ai pas encore eu. Je pense qu'il y en a un qui m'attend dans pas longtemps. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez des attentes autres peut-être sur les 5 épisodes qui nous restent? Bah moi c'est alors pour aussi cocher mes cases de la wokiste de service, j'aimerais bien. Donc c'est évidemment une série qui parle du capitalisme, de la lutte des classes, de la violence inhérente à une certaine vision du travail. Mais jusqu'ici c'est pas une série qui s'était engagée sur beaucoup d'autres réflexions sociétales et avec le début d'intrigue sur comment la sévrance pourrait être utilisée pour abuser notamment le corps des femmes dans la saison 1, avec cette histoire de personne qui se fait volontairement a priori séver pour le moment de l'accouchement, mais il y a aussi à un moment des news qui disent polémique, une employée tombe enceinte au travail 1 mois seulement après que son étage ait été dissocié. Ce qui fait assez froid dans le dos en mode. Et là, dans cette saison 2, on voit qu'ils commencent à aborder le concept de race avec Milchick et Nathalie, là où on n'était pas sûr que dans ce monde-là, dans cet univers-là, en fait, on a vu des personnes de plein de couleurs de peau, de plein d'origines dans Sévrance, et ça a jamais eu l'air d'être vraiment un sujet. Et là, ils commencent à y aller, donc je pense que je sais pas à quel point ils vont être... ça va être en sous-texte ou ça va être vraiment un arc officiel, mais je suis intéressée par... d'autres implications de la sévrance et de la violence inhérente à Lumon et au monde dans lequel toutes ces personnes survivent, quoi. Pour Milchick, c'est clairement un arc affiché, quoi. C'est verbalisé dans le dernier épisode, donc je pense que ça va vraiment être le cas. Mais tu vois, dans la saison 1, il y avait, je pense, faudrait que je la re-regarde, mais il y avait aucun signe que, par exemple, dans l'opposition Milchick-Cobel, il y a aussi l'opposition d'un homme noir par rapport à sa supérieure blanche, quoi. Il y avait pas du tout ça. Non, il y avait rien, ouais. Et puis même dans... Alors, on sait pas, pour moi, on est dans une forme du chrony, dans une réalité alternative des États-Unis. Mais on sait pas, du coup, ce qui s'est passé en termes d'arrêt de l'esclavage, etc. Mais pour un homme noir, le concept même de sévrance, si on est dans un monde où l'esclavage a existé, etc., comme dans les États-Unis véritables, ça devrait pas être anodin que Milchick et Nathalie, en tant que personnes afro-américaines, participent à ce système-là. Mais comme c'était pas du tout un sujet en saison 1, j'aurais pas mis ça sur mon bingo. Mais maintenant qu'on a commencé à y tremper le petit orteil, je veux bien qu'on aille au moins dans le petit bain, quoi. Ta réponse était bien plus brillante que la mienne à cette question en termes d'attente. Moi, je veux du plot twist. Je veux aussi du plot twist. C'était autre chose. Bien sûr. Mais non, mais par contre, très, très, très intéressant. J'espère avoir ça aussi. Justine, Guigui. Moi, j'aimerais une lecture, sociale, peut-être anticapitaliste, un peu plus affichée au sens où, j'aimerais bien savoir ce que fait Lumon, en fait, tout simplement. Parce que on sait que c'est une méga corporation, on sait que c'est pas des gentils, de façon générale. Rien que pour avoir inventé le concept de Severance, si tu veux, faut quand même avoir un grain et une réflexion assez biaisée sur les questions de productivité. Mais pour qu'on puisse avoir des personnages qui vont lutter contre cette méga corporation, ça serait bien de savoir contre quoi on combat, en fait. Donc juste savoir un petit peu, tu vois, même pour les personnes de l'extérieur, tu vois, pour les gens qui ne sont pas divisés comme ça, qu'est-ce que c'est comme entreprise, qu'est-ce qu'ils font exactement. On a cette espèce d'association avec l'eau et tout, mais concrètement, j'aimerais savoir ce qu'ils font, ce qu'ils produisent, et un peu la vision extérieure que les gens peuvent avoir de cette entreprise, au-delà de ils mettent en place une severance sur leurs employés.
Donc voilà, moi j'aimerais avoir plutôt cette lecture-là dans la suite, et des plot twists, et des enjeux raciaux, et plein de trucs très chouettes, et des explications sur l'ananas, enfin tu vois, voilà, plein de choses. Bien sûr. Ça me paraît évident. Pour rebondir sur ce que tu disais, Justine, moi je pense pas que tu sauras de sitôt ce que fait l'humain, parce que pour moi la série elle se terminera au moment où son propos sera formulé, et je pense que au pire on saura ce que fait l'humain à l'avant-dernière saison, dans le dernier épisode de l'avant-dernière saison par exemple, et que la dernière saison ça sera la lutte contre justement ce qui aura été formulé. Je pense que c'est ça, c'est normal, puisque c'est le cœur même de la série, c'est ce qui nous tient depuis la première scène. Donc et par là on aura justement le destin des personnages. Donc moi ce que j'attends de cette saison 2, alors ça c'est vraiment à plus long terme, hein. Moi je me dis oui, il y aura bien 5 saisons, d'ailleurs après la boîte de production c'est bien 5e saison, donc une saison qui n'existe pas, mais peut-être c'est parce qu'ils avaient pensé faire 5 saisons, je sais pas, on verra. Mais en tout cas voilà, moi ce que j'attends de cette saison 2 c'est plus de Madame Cobel, et puis des plot twists, hein, comme vous dites, et surtout de l'humour qui continue là-dessus, parce que vraiment moi je me tape des barres, surtout que la dichotomie entre le côté dystopique et dramatique et terrifiant qu'il y a dans Severance, et quand il y a de l'humour, forcément ça, non seulement c'est bien parce que ça permet de souffler, de s'aérer, d'avoir un peu de lumière, mais le côté comique fonctionne d'autant plus qu'il est surprenant et inattendu. Et donc voilà, et puis bien sûr toujours une magnifique réalisation, une belle musique lancinante. D'ailleurs justement voilà, j'ai fait le point justement pourquoi Severance me plaisait autant, parce que le rapport à Twin Peaks, quoi, le fait qu'il y ait des doubles de personnages qui sont doubles, le fait qu'il y ait une musique lancinante comme celle d'Angelo Badalamenti, et le fait que en fait c'est comme si c'était une série qui se passait dans la Black Lodge où des gens se promenaient dans des labyrinthes. Donc vraiment je pense que les créateurs de cette série-là ont vraiment je pense digérer tout ce qui est Mystery Box sériel en tout cas, et qu'ils l'ont digéré. Pour le moment ils ont l'air de le digérer et de le regurgiter de la bonne façon, et je sens vraiment dans l'écriture, dans la réalisation, en fait dans chaque chose qui compose la série, un amour du médium série télé en fait. Et c'est ça qui fait, je pense, que ça fait vraiment vibrer quelque chose chez moi et chez beaucoup de gens en fait, et qui fait que la série est qualitative. Donc voilà, moi je veux qu'il continue là-dessus, et c'est vraiment mon attente principale. Je suis d'accord également. Guillaume, tu avais quelque chose également? Ouais, pour juste peut-être terminer ce tour de table sur les attentes, mais en fait en vous entendant parler, je me rends compte que la saison 2 est quand même hyper importante, parce que elle va sûrement se terminer, enfin elle peut vraiment se terminer sur une révolution pour la série, parce qu'en fait si on y réfléchit bien, le parcours de Mark avec cette réintégration amorcée, si ça va au bout, va faire qu'il ne peut que sortir de Lumon. C'est-à-dire que, admettons que ça fonctionne, il va finir par se faire virer, et c'est quand même à travers lui principalement qu'on voit tout ça. Donc ça pourrait vouloir dire que potentiellement, si admettons ce plan fonctionne, qu'il arrive à rentrer à l'intérieur de l'étage des dissociés et de retrouver Gemma, il pourrait vraiment y avoir ce truc de vouloir la faire sortir et tout. Alors j'imagine bien qu'ils le feront pas. Tout d'un coup, je me disais, et si la saison 3 était une cavale, et Severance du coup deviendrait un truc complètement différent, alors que en effet l'identité de Severance jusqu'à présent dans cette saison 2, c'est ce découpage, c'est le cas de le dire, entre l'extérieur et l'intérieur, avec ses codes graphiques et tout ça. Moi, je crois qu'en fait, ce que j'aimerais, c'est que Severance ne change pas trop. Je crois que c'est ça mon attente, c'est que peut-être que ça serait un peu frustrant, mais j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans ces étages, j'ai envie de savoir quelles autres dingueries nous ont réservé dans des pièces mystérieuses, et qu'on ait vraiment ce concept de backroom, et qu'on explore comme ça, et que c'est grâce à ça et grâce à une espèce de truc où peut-être Marc jouerait le jeu et continuerait à aller bosser tout en étant du coup réintégré, mais je suis même pas sûr que ce soit vraiment possible, et qu'on ait encore un petit peu de ce truc-là, parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné la série en effet va devoir un peu casser cette manière qu'elle a de ce découpage. Et d'ailleurs on va voir ce qu'ils vont faire du personnage de Irving. Ça c'est hyper intéressant aussi, parce que lui va du coup expérimenter ça. Le monde réel, peut-être que ça, à travers lui, qu'on va en voir un petit peu plus d'ailleurs, à commencer par un premier rendez-vous galant à 3, ce qui peut être une scène tout à fait intéressante. Donc
Donc voilà, Trop hâte. c'est ça. Et peut-être Onion avoir un peu séance. d'ouverture en effet sur mais quel est cet endroit de manière générale. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, cette ville là, cette ville de Kir. On a l'impression que vraiment il y a rien d'autre. Tous les personnages, on l'a un tout petit peu évoqué, la femme de Dylan qui semble être plus ou moins dans un taf lié à Lumon. Enfin, on a l'impression que rien ne sort de ça et peut-être qu'avoir... Bah, dans la Lexington Letter, il me semble que c'est admis que donc la personne est partie dans une autre ville, la lanceuse d'alerte, Ok. et que l'explosion avait aussi eu lieu dans une autre ville. Et il me semble que ces villes existent pour de Mhm. bon, genre elle est à Kansas City ou un truc comme ça. Donc ce qui pourrait indiquer qu'on est quand même géologiquement dans les US. Mais c'est peut-être la seule confirmation qu'on a eue. Et donc c'est dans un document additionnel à la promotion de la série que il y a un monde extérieur Ok, qui ça ressemble au marche. nôtre, quoi. Oui, tout Il à pourrait fait. être sur la Lune. Dans le holodeck de Star Trek. Et vous ferez vos recherches parce que j'ai pas envie de le spoiler pour ceux qui sont en train d'écouter, mais il y a eu on sait aussi qu'il y a un acteur que j'aime beaucoup qui a été annoncé au casting et Oui. qu'on n'a pas encore vu. Bah dis pas. Je Trop dis pas, bien je de le pas dis pas, dire je le dis merci, pas. c'est gentil. Mais du coup, j'ai très hâte de le voir parce que je pense que ça sera un personnage qui sera. Allez faire vos petites recherches. si le vous avez petit envie de le teasing savoir. là, dis donc, Mais pour la fin de saison. en gros, je crois que alors a priori, il y a des critiques et tout aux US, ils ont vu tout, mais au moment de la diffusion du premier épisode, il y avait genre les 6 premiers épisodes qui avaient été vus et il restait encore de la marge. Et je pense que globalement, ce qu'on a pu voir à travers les bandes annonces et tout, on a à peu près tout vu. C'est-à-dire que le truc le plus chelou qu'on pouvait voir dans les bandes annonces, c'était l'épisode 4. Donc, on entre un peu aussi en terrain inconnu à partir de maintenant, et ça, c'est cool. Ouh là là. Grave. Très très bon teasing pour cette fin d'émission, Guillaume. On se revoit toutes et tous, j'espère que vous serez tous disponibles pour débriefer l'entièreté de cette saison 2. Merci Guillaume et Justine bien évidemment, mais merci à nos invités. Guigui, du coup je suis perdu, tout c'est Guy. Guigui, où est-ce qu'on peut retrouver ton actu, podcast pardon, j'ai plus mon français. Podcast X-Files, saison 10. Tout à fait, au moment où sort ce podcast que vous êtes en train d'écouter, le podcast sur la saison 10 de X-Files, un petit bébé de 3h15. Ah! Pas mal, gros bébé quand même, hein. Ça, Vraiment, là, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet, ouais. Propre, je oui, respecte. ça c'est très bien. Mais il y a beaucoup de choses à dire, j'imagine. Ouais, ok, très bien. Et Mimi également, est-ce que ça décortique du coup tu nous disais beaucoup de ces séries disséquées. Ouais, en ce moment, donc, Sévrance et Yellow Jackets, toutes les semaines sur ma chaîne Twitch et en podcast. Et normalement, à l'heure où vous écoutez cet épisode, j'ai la fierté de vous annoncer que vous pouvez aussi retrouver un débrief de Bref 2 en compagnie de Bruno Muschio, Mais alias non. Navo, le Classe. co-créateur de Bref. Incroyable. Himself. Oh, super. Voilà, c'est à l'heure où on tourne, c'est demain soir sur ma chaîne Twitch. Mais du coup, à l'heure où cet épisode sort du côté de Spoilers, je pense que ce sera pas, il y aura plus le direct, mais ce sera en replay, Patreon et podcast. Voilà. Eh bien, dis-lui que c'était absolument C'était incroyable. super. Oui, Simplement, je lui ai dit à cause de toi et tes petits copains, j'ai chialé. Voilà ce qui se passe. On a m'en chialé parler et on a ri. On a aussi, beaucoup chialé, quand même. quand même. Mais franchement, Mais du coup, je suis l'heureuse propriétaire d'une boîte de Malacomagnax Nice. officielle. incroyable. Ah, génial. Waouh. Une mémorabilia incroyable. Non. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci et à puis, toi, Charles. Hâte de voir cette fin de saison 2 de Severance. On reviendra vous en parler. En attendant, pour nous retrouver, nous, ça devient du Instagram principalement. Enfin, c'est devenu même maintenant, on peut dire. Non, Guillaume fait le Blue Sky. une petite moue que j'ai Non, vue sur Blue Sky et Instagram, ouais. Non, mais on partage aussi, n'hésitez pas, si ça nous fait toujours plaisir. Il y a des gens qui nous taguent en story quand ils nous écoutent ou sur des choses comme ça nous fait très plaisir. Et puis n'hésitez pas à mettre quelques petites étoiles, 5. Sinon, voilà, c'est mieux. C'est mieux si c'est 5. Ouais, Mais sinon, ça, c'est un mieux. petit commentaire, un avis sur. Your outie just gave this podcast 5 stars. Voilà, exactement. Et donc voilà, ça nous fait plaisir, c'est un vrai soutien. Et puis partagez et donnez-nous votre avis sur Severance. On veut votre avis aussi. Il y a sûrement Et vos théories. vos théories et vos avis parce que ça nous intéresse et ça nous fait toujours plaisir à celles et ceux qui le font. Donc voilà, merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Spoilers. Salut. À bientôt. Bisous. Salut. Bye bye. Bonus. Trax. Alerte rouge pour tous les fans de Star Trek.
Pour avoir des analyses détaillées sur chacun des épisodes des nouvelles séries Star Trek, écoutez Le Cadran Pop, un podcast qui analyse tout Star Trek, à commencer par tous les épisodes des séries récentes. On parle aussi des films et de plein d'autres choses. Alors si vous voulez vivre longtemps et prospérer, écoutez Le Cadran Pop sur toutes les applications de podcast via le flux du Coin Pop. Et vous pourrez aussi vous téléporter sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Bonus Trax. J'ai oublié de dire qu'il y avait des vidéos inédites sur le LinkedIn de Lumon. Raté.